Bonjour, ici Yvan Lheureux. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 610 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essayes leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 33. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yvan Lheureux, un coureur, un organisateur de courses, un rassembleur de gens. Je pense que c'est ça qui me vient en tête quand je pense à toi, Yvan. Donc, merci d'être là. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, j'espère que ça va bien toi. Ben, ça va super bien, merci d'être là. Écoute, je le disais, d'un rassembleur, j'ai l'impression que tu incarnes exactement ce qu'on a en tête, la communauté de trail. Quelqu'un qui, oui, performe, oui, accomplit des choses exceptionnelles, mais j'ai l'impression que tout ce que tu touches, ça se transforme en trip de gang, puis on aura l'occasion de jaser de tout ça. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu bois, Yvan? Hey, écoute, moi j'ai une chance extraordinaire. Ce soir, je bois une bière de tête d'allumette, une impériale gasket stout de style russe. Et écoute, la chance dans ma vie, c'est pas la bière, c'est que ma douce, Élodie, elle est copropriétaire fondatrice de Tête d'allumette. C'est une femme extraordinaire. Et comme je te dis, je suis chanceux, elle m'a choisi. Et donc, j'ai la chance d'avoir les produits de Tête d'allumette à la première sortie. Dès qu'ils sortent, là, écoute, on goûte, on déguste, puis on essaye. Fait que voilà, fait que c'est un coup de cœur. Et puis, ben, je suis content de déguster ça avec toi ce soir. Ben oui, ben merci d'être là. Puis c'est cool, une tête d'allumette. Moi, je connais bien parce qu'on a accès à ça un peu partout par moment à Québec. Puis c'est une super microbrasserie. Je savais pas que c'était ta blonde. Fait que ben bonjour à Elodie. Merci pour la bière. Moi, de mon côté, je suis allé avec La Souche. Je suis allé local, La Souche, une belle microbrasserie de Québec. J'ai une triple limoilloise et j'ai réalisé que c'était une triple IPA. Donc, on est dans le 11% d'alcool. Écoute, moi, je suis dans le 9. Fait que OK. si on a une patate chaude dans la bouche à la fin, ben, on se le dira. Vous comprendrez pourquoi, les auditeurs, vous saurez que c'est la vie. Mais bon, capable d'en prendre, je veux dire, c'est une seule bière, une seule entrevue. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Yvan, je le disais, tu es super connu par ce que tu as mis en place, les exploits exceptionnels que tu as faits. Là, on aura l'occasion d'en parler des courses de... Écoute, je pensais qu'avec Hélène Dumais, j'avais atteint comme le maximum de ce qu'un ultra peut être comme longueur. Puis là, j'ai réalisé que, OK, donc Yvan est allé encore plus loin. Donc, on pourra parler de ça. On pourra parler aussi du défi Everest qui est en cours présentement. On pourra parler, mais je veux comme revenir à la base parce qu'on connaît Yvan Lheureux présentement, ce que tu accomplis, mais comment ça t'est venu, cet intérêt pour la course-là, puis comment on passe de se mettre à courir comme monsieur, madame, tout le monde, puis finir par traverser les Pyrénées à la course? C'est quoi l'évolution vers ces distances extrêmes-là? Ouais, ben écoute, moi je le dis tout le temps, quand j'écris des petits mots, des fois, je commence toujours par chronique d'un non-coureur. Donc, tu sais, tantôt tu parlais d'Hélène. Hélène, c'est vraiment l'incarnation de l'ultra-distance féminine, je pense, qu'on a au Québec, peut-être même au Canada. C'est une bonne amie, Hélène. Moi, je suis pas un coureur, je suis un marcheur. Je dis toujours, je marche vite, tu sais. Fait que le Tour des Géants l'année passée, écoute, j'ai commencé à une vitesse en trottinant, j'ai à peine couru, puis j'ai fini à la même vitesse en marchant, puis le dernier 5 kilos, je l'ai avalé à 12 km/h, puis je l'ai rentré, puis pas un bobo, rien, Richard, Ben m'ont vu arriver, ils ont dit « Hey, t'as pas l'air poqué, pas une ampoule, rien », fait que tu sais, je suis le gars de l'économie. Je déteste faire des intervalles. Écoute, c'est pas pour moi. Je suis vraiment lent. Je suis une tortue. Puis, tu sais, je suis un marcheur. Puis, tu me demandais où est-ce que ça a commencé. Ben, écoute, moi, j'ai écouté une vidéo de Gilles Poulain, Romain Ultra, que je sais pas si tu as eu l'occasion d'avoir à ton émission, mais c'est un gars d'une inspiration, Gilles, avec sa fondation puis tout ça. Fait que nous, on avait commencé le défi Everest 1 an avant le Bromont Ultra. Et puis, environ 3 mois avant le BU, j'ai vu la vidéo de Gilles qui faisait le Vermont 100.
avec la petite musique, tout ça, puis il court, puis il arrive au ravito. Puis écoute, je n'avais jamais couru de ma vie, ou presque pas. Tu sais, le plus long que j'avais fait, c'était quelques kilomètres. Moi, je suis un gars d'arts martiaux. Ça fait 40 ans que je fais des arts martiaux. J'ai passé par un peu tout, là, le karaté, le muay thai, la boxe, pour finir par une vingtaine d'années de kung-fu. Et j'ai vu ça, puis j'ai dit, wow, je veux courir. Puis en même temps, j'ai vu le petit 2 minutes teaser du Stade des Géants, puis j'ai dit, hey, ça n'a pas d'allure, je veux faire ça, j'étais un amateur de randonnée, tu sais. J'ai commencé à courir, puis c'est Emmanuel Dudon qui est orthopédiste, qui est quand même assez connu dans la communauté de trail, qui était ici à Rivière-du-Loup, puis c'est elle qui m'a fait l'introduction à la course. Puis écoute, les premières fois que j'ai couru, j'avais mal aux jambes, puis elle m'a dit, tu sais, Yvan, marche. Elle dit, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Et là, je serrais les dents, puis j'avais des crampes, j'avais mal partout. Non, elle dit, marche, écoute. Puis ça a été quelqu'un qui m'a appris vraiment la course un peu dans l'aspect de la beauté que c'est là, puis de la douceur que tu peux y mettre. Puis si tu as besoin de marcher, tu marches. Fait qu'écoute, je me suis présenté au BU. Gilles, c'est un ami d'Emmanuel puis de son conjoint par Adon. Fait que je me rappelle d'avoir vu Gilles puis d'avoir dit à Gilles, bon, ben écoute, ta course, J'ai dit, tu mets-tu de la vaseline sur tes pieds, toi, quand tu cours? Parce que, tu sais, j'ai dit, moi, je sais pas, je vois du monde qui met de la vaseline, je sais pas. Ben, il dit, ça dépend, Yvan. Il dit, sur tes longs, il dit, t'en mets-tu? Ben, c'est quoi pour toi un long, Gilles? Ben, il dit, t'es long. Il dit, c'est quoi t'as fait de plus long? Ben, j'ai dit, c'est 27 kilomètres. Là, j'ai toujours eu l'image dans ma tête, ça m'a jamais quitté. Tu sais, les petits chiens, c'est dash de char en plastique qui me rendent la tête de même quand je au bout. Mais tu sais, Gilles, les yeux, ils ont viré rond, puis il a pas parlé. Il a quand même fait de même, puis il est parti. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai fait de quoi de croche, tu sais. Puis la fille qui était à côté, à peser, elle a comme fait, à taper, là, tu nous niaises, là, t'as jamais fait plus que 27. Je dis, non, mais je suis vraiment un bon marcheur, au pire aller, tu sais, je vais le finir en marchant. Puis écoute, j'ai embarqué dans le BU. C'est l'année que John Rock a gagné la première place, la première année du BU. Sur 46, j'ai fini 10e. J'ai fini dernier. Une demi-heure avant la fin, mais j'ai fini. Et je voulais tellement pas lâcher. Là, j'étais tellement là dedans que, écoute, je me suis évanoui d'un bras de Gilles. Je me suis rendu à l'urgence à Coinsville en ambulance. C'est pas très glorieux. J'ai fait un arrêt rénal complet, une rhabdomyolyse complète. Tellement sévère qu'il n'avait jamais vu un résultat comme ça au Canada. Ils ont envoyé les tests sanguins aux États-Unis pour voir c'était quoi le maximum de CK que tu peux avoir dans le sang puis pourquoi ça avait bloqué. Puis miraculeusement, 3 jours après, mes reins ont reparti. Après bien du bolussage de soluté et bien des expériences assez gratifiantes que je te passerai. Et c'est ça a été ça mon introduction à la trail et la communauté, mais j'ai tellement tripé sur la gentillesse des gens, des bénévoles. Le BU, là, ça a été une expérience marquante dans ma vie. Puis comme je te dis, j'avais pas fait de course avant. Fait que, tu sais, ça a été ça. Puis je me suis pris d'amour pour ça. Puis je l'ai fini parce que j'ai décidé d'avancer un pas à la fois, même si j'avais des douleurs dans le dos, des douleurs aux jambes. Puis ça a été le coup de cœur pour ça, pour l'ultra-distance. Puis je me suis dit, ouais, là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a plus loin que ça. Mais je vais me renseigner comme il faut. Je vais m'entraîner. Je ferai pas le cave une deuxième fois, puis tu sais, je veux visiter ça. Puis écoute, c'est la seule grosse bad luck que j'ai jamais eue sur une course, c'est ça. Je fais pas d'ampoule, j'ai pratiquement pas de bobo quand je cours ou quand je marche. Fait que tu sais, le BU, ça a vraiment été un point tournant, puis j'aurais pu dire, OK, là, je raccroche mes souliers, là, j'ai fait ça, puis c'est fini. Mais au contraire, ça m'a comme propulsé, puis après ça, ben, je suis allé faire la course en autonomie. Puis écoute, dans une période un peu trouble de ma vie, je cherchais de quoi, puis Emmanuel encore, elle m'a dit, hey, il y a une course qui s'organise, ça n'a jamais été fait, 900 kilomètres. Fait que là, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai commencé à checker ça, c'était en 2015, fin 2015, décembre. Puis là, je checkais le piton, puis j'ai fait mon inscription, puis je rouvrais, puis je fermais le capot de l'ordinateur. Puis je me dis, fait qu'à un moment donné, j'ai fait send. Puis là, dans ma tête, ça a périclité. Puis là, je me suis mis vraiment à m'entraîner là, durant 8 mois intenses. J'ai greffé des amis, tu sais, un copain qui est psychologue, un ami qui est cardiologue. Je me suis greffé des amis qui étaient spécialistes de l'ultra-distance, de l'ultra-light. Puis on est allé faire cette course-là à la marche. Puis finalement, ça s'est vraiment bien soldé. Là, on a fini, je pense, une quarantaine sur 300 qu'on est parti, 40 quelques, 60. Puis, mais tu sais, ça a vraiment été une traversée à la marge des Pyrénées, là, avec tout ce que ça comporte, ses hauts, ses bas, ses émotions, tout ça. Mais ça l'a ouvert une porte sur autre chose. Puis je pense que les gens qui font l'ultra-distance, 160 km, c'est une distance, mais après ça, tu ralentis. Puis le rythme de tes pensées ralentissent. Puis je te dirais, à 250, 300 km, il se passe autre chose. Tu rentres dans un autre monde. Puis moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Je suis zéro un rapide, puis j'ai de l'admiration. Le plus grand exploit sportif là, qu'il y a eu l'été passé, là, pour moi, c'est Mathieu Blanchard.
Ah oui, ça n'a aucun sens. Mathieu Blanchard. Puis ça n'a presque pas été diffusé. On ne l'a presque pas vu nulle Je sais qu'il y a part. un documentaire qui s'en vient qui me disait quand il est venu au podcast, il y a quelque chose qui se prépare parce que ça a été documenté, mais effectivement, ça n'a pas été le truc parce que je pense que c'était tellement reculé que c'était difficile même pour eux de donner de donner de la visibilité parce qu'ils étaient dans des zones qui n'avaient pas de réseau cellulaire et tout ça. Vraiment. Mais c'est complètement fou ce qu'il a fait à la vitesse qu'il l'a fait. Ah ouais, puis écoute, on a un champion ici au Québec de qualité internationale. Mais moi, son truc qu'il a fait, là, c'est un peu comme Caval, on va en parler, mais tu sais, il a créé son arche dorée. Tu sais, il s'est dit, je remanie mon affaire, je prends toute ma volonté, puis je me crée un projet. Moi, ce projet-là, j'ai trouvé ça fantastique, puis c'est son équipe. Tu sais, puis il a été très reconnaissant, puis je pense que l'équipe aussi était soudée. Jamais un homme, une femme peut faire un truc comme ça s'il n'y a pas une équipe en arrière de lui. Mais non. Un peu comme pour la transpi, là, tu sais, c'est la préparation, la cartographie, l'alimentation, les points de ravito, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu dors. Puis tu sais, Mathieu et son équipe ont été capables de faire ça. Fait que moi, c'est la quintessence d'un exploit sportif, c'est vraiment ça. Là. Tu sais, c'est la réalisation, puis le succès en équipe d'une entreprise comme ça. Parce que tu sais, Mathieu aurait jamais pu faire ça toute seule. C'est impossible. Tu sais. Mais tu sais, toute l'équipe qui a fait la différence, ça, je trouve ça super fantastique. Oui, puis c'est aussi à la vitesse à laquelle ils voulaient le faire, parce qu'il y en a qui font la traversée du GR A1 en autonomie, en mode hike ou fastback, mais ça prend beaucoup plus de temps. Mais là, il était vraiment en mode, comme tu dis, il s'est fixé un objectif hyper ambitieux. Il s'est enligné sur un sentier où il n'y avait pas de FKT de course. Fait que, tu sais, il n'y avait pas un temps de référence à essayer de battre. Il s'est juste dit, je vais faire cette distance extrême-là le plus rapidement possible. Puis, comme tu dis, ça se passe avec l'équipe. Puis, je pense autant dans une course, un ultra organisé de courte distance, un court ultra, disons 160 et moins, tu vois la différence quand tu as un crew aussi, puis quand tu as une équipe. Puis des fois, c'est pas d'avoir une équipe, c'est les bénévoles qui font la différence. C'est la personne qui te voit assis au ravito un peu piteux, puis le bénévole qui vient de jaser, puis qui te recrinque à partir, puis qui prend soin de toi. Puis tu vois que tous ces accomplissements-là de course, ultra ou pas, ça passe par les autres. Je pense que les gens qui font des records de vitesse pas possible, les élites comme ça, mais s'il n'y avait pas les autres pour les pousser à faire ça, ils ne feraient pas nécessairement ça. Puis à d'autres niveaux, je pense qu'on est tous pareils, que ce soit dans le milieu, à la fin du pack. Les autres autour de toi, ne serait-ce que les autres compétiteurs dans la course, font aussi une différence sur ton expérience. Le nombre de fois que moi, je me suis aligné sur quelqu'un que je voyais au loin en me disant « il faut que je le rattrape », pas pour une position, pas parce que je veux finir devant lui, parce que j'ai besoin de cette motivation-là pour avancer, parce qu'autrement, je vais m'asseoir sur la roche puis je vais faire une sieste. Là, je pense que tout ça, c'est des efforts collectifs. Puis là, dans le cas de quelque chose comme une Transpyrénée de 900 km, je pense que l'expérience humaine, je pense que tu le racontais à un autre micro, à quel point c'est une édition qu'il y a eu une seule fois, je pense, la Transpyrénée. Puis tous ceux qui l'ont fini, tous ceux qui ont participé, ils en parlaient, puis tout le monde veut y retourner le jour que ça va revenir. C'est fou. Là. Écoute, on est arrivé à l'océan Hendaye, puis on avait juste le goût de mettre les pieds dans l'océan, de virer de bord puis de le faire à l'envers. Tu sais. C'est toute l'expérience humaine. Tu sais, je le raconte souvent, mais il y a des gens qui nous ont ramassés en loc là, à 300 quelques kilomètres, puis 200 kilomètres plus loin, là, ils m'ont prêté un bout de serviette avec un savon pour que j'aille me laver, tu sais, dans une toilette, dans un petit lavabo. Mais c'est pas grave, là, tu sais, ils m'ont donné ça. Hey, écoute, quand t'es dénudé de tout, là, t'as pas le moins de confort, tu dors sur la paillasse dehors, tu te réveilles le matin, t'es roulé dans les bouses de vache, ton sleeping bag est tout trempe, puis t'as dormi sur le col à 2000 quelques mètres, tu sais. Mais c'est des expériences humaines. Puis tu sais, sur la transpi, j'ai rencontré des gens, Karine Sanson, c'est quand même l'ex-championne du monde de VTT. Denis Boulay, j'ai fixé ses bâtons, c'est devenu un ami. Denis Boulay, c'est le directeur de course de la Diagonale des Fous. Il m'a dit, c'est fou, quand tu veux. Puis ce gars-là, là, j'ai marché 3-4 jours avec, avant qu'il me dise, on jase, on parle d'expérience. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, de même, le super 1. Ouais, j'organise la Diagonale des Fous. Un peu, là, tu sais, tout le monde a entendu parler de ça. Tu sais, il me dit, Yvon, tu veux un ticket, tu me le dis, tu m'appelles, on t'arrange. Tu sais, Charlie Bosco, il organise le TPMA, une des plus grosses courses d'Ultra Trail en France. Fait que, tu sais, c'est des rencontres comme ça, puis les gens sont d'une humilité, là. Tu sais, je veux dire, devant la démesure du défi, les gens progressent vraiment lentement. On a des nuits, des journées à jaser, puis tu sais, c'est des kilomètres gratuits parce que ça te permet d'apprivoiser l'autre au niveau de l'âme, de partager avec lui. Puis là, ben OK, on a fait 40, on a fait 70 aujourd'hui. On a fait 70, mais on s'est tapé 5000 mètres de D+, puis 4000 mètres de D-, là, tu sais. Fait que c'est des trucs comme ça qui font que c'est des expériences humaines là, qui débordent vraiment là, la performance. Puis, tu sais,
moi, dans les courses, c'est drôle, là, je respecte le premier jusqu'au dernier. Mais dans ma tête, là, puis j'ai jamais gagné de compétition, là, puis c'est pour ça que j'ai bien du respect pour Anne Bouchard, pour Mathieu Blanchard, mais tu sais, moi, c'est finisher. C'est tes finisher. Tu Tout sais, à Tard fait. des géants, quand t'arrives, ils disent I'm finisher! Tu sais, c'est ça. Mais pour moi, une course, c'est tout le monde qui l'a fini à son niveau. Tu sais, toi, t'as donné ton meilleur, tu l'as fait, je sais pas, ton ultra en 32 heures, l'autre, il l'a fait en 27 heures. Ben, tu sais, il y a son niveau d'entraînement, il y a sa réalité, il y a une famille, il n'y a pas de famille, c'est une élite. C'est ça, tu peux pas comparer les gens. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun sur un même parcours de donner des challenges à toi-même, mais tu sais, t'encourages l'autre quand tu le rencontres, tu sais. Moi, je me rappelle, j'avais croisé en Gaspésie Florent Bougouy, puis ce gars-là, là, c'est d'une gentillesse. Hey, il passait en sens inverse. Mais premièrement, il m'a dépassé. Parce qu'il y avait une petite loupe qu'on refaisait, puis il a pris le temps de m'encourager, il a ralenti, puis il a jasé avec moi. Puis quand il est repassé, il a ralenti, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit 2-3 mots, puis il est reparti à la course. OK, là, je calculais dans ma tête, OK, il a au moins perdu 1 minute 20 secondes. Ouais, OK. Hey, tabarnouche, il est vraiment smart, ce gars-là, tu sais. Tu sais, il a pris le temps d'arrêter. J'allais aux États-Unis, Greg Salvinson, qui a fait super bien sur les backyards. Même affaire, il a arrêté, il a marché avec moi quelques minutes, puis tu sais, il est reparti. Je me suis dit, tabarnouche, ce gars-là, il s'est ralenti, mais tu sais, je m'en rappelle de lui, là, on a eu une belle expérience. Fait que, tu sais, pour moi, le trail, c'est ça, c'est la communauté vivante, vibrante, puis le temps, puis le plaisir que tu partages avec les autres. Tu sais, je veux dire, si tu vas juste pour un temps, là, prends ta montre Timex, garage-toi dans le sentier Any Given Sunday, puis give it your best, tu sais. Mais si tu veux le faire avec des gens puis partager, ben c'est ça, là. C'est ça la différence. C'est la reconnaissance qu'on a, je pense, la communauté de trail puis qu'on partage ensemble, tu sais. Je pense que c'est ce qui fait que les gens arrivent dans le trail. Souvent, les gens arrivent avec des backgrounds. Tu disais que tu viens des arts martiaux, d'autres viennent de la course de route, d'autres viennent du triathlon, peu importe. C'est ce qui fait que les gens découvrent le trail, puis c'est rare qu'ils en sortent. Tu sais, je pense que les gens ont ce coup de cœur-là pour, oui, nos épreuves sont le fun. Tu sais, c'est le fun d'être dans le bois, d'être profond. Tu sais, puis c'est le fun de partir puis de s'entraîner pour un ultra. Moi, je trouve que c'est encore plus le fun que de faire la course parce que au nombre d'entraînements qu'on fait pour les courses, faut avoir du plaisir. Mais tu sais, notre training, d'aller dans le bois puis d'en profiter, c'est le fun. Mais après ça, c'est la communauté. Tu sais, c'est ça c'est l'expérience humaine. Puis c'est quand tu racontes à des non-initiés, tu sais, des gens qui ne connaissent pas, des néophytes, des moldus, comme on dit. C'est quand tu parles que, ah oui, j'ai couru 40 km avec une personne. Hein? Parle en courant. Ben, il faut que je t'explique que c'est pas tout à fait de la course ou encore là, tu sais, si tu veux toffer aussi longtemps, tu es aussi bien d'être à un pace, même si tu le cours, qui est tolérable, qui permet de parler, mais c'est ces connexions-là qui se font, qui sont tripantes. Hein. Ben, puis, tu sais, c'est ce que tu dis là. Moi, j'ai fait Arikana une année, puis c'est une année que j'avais très peu, tu sais, Marlene, c'est une super bonne amie. Fait qu'elle m'invite à aller faire Arikana, c'est en 2018. Écoute, j'avais eu une année moche-moche, là, tu sais, puis j'avais couru 30 km dans l'été, puis elle m'invite à aller faire Arikana. Fait que, tu sais, dans le domaine de la niaiserie, OK, bon, il reste de la place sur 125, non, on va t'en trouver. Ben, tu sais, on en parlait cette semaine, tu sais, puis elle veut motiver les gens à dire, hey, 125, c'est peut-être pas tant que ça. Ben, ceux qui nous écoutent, la Ricana, je l'ai marché. Puis j'ai rencontré un gars, Jeff, puis il voulait abandonner. Il avait déjà réussi l'année d'avant. Je dis, je dis, hey, accroche-toi mes souliers. Là. Je l'avais dépassé un ravito. Puis tu sais, moi, j'arrive au ravito, puis mon truc, c'est toujours mon Ziploc. Bien Emmanuel, ça. Je remplis le Ziploc, je ferme le Ziploc, je dis merci aux bénévoles, puis je repars. Hey, je suis là peut-être 2 minutes, tu sais, à moins que j'ai un besoin particulier. Fait que là, j'arrêtais pas de le rattraper, puis tu sais, à un moment donné, il était comme découragé, tu sais. Fait que je dis non, j'accroche-toi mes souliers, puis on va marcher. Là, il me regarde, on va dire, marcher? Oui, on va marcher vite, là, tu vas voir, on va y arriver. Puis, écoute, on a fini à Ricana en 23 heures, quelque chose, quasiment ça à barre. Mais j'ai marché 125 km, puis j'ai jasé avec ce gars-là, puis c'est encore un ami. On a passé quand même, je pense, c'est 17 heures ensemble, puis on a eu du plaisir, tu sais. Fait que la course d'ultra, tu peux performer, mais moi, cette année-là, j'avais 0 entraînement. Puis avec 30 km overall dans l'été, je suis allé faire Arikana. Mais tu sais, j'ai vraiment respecté ma machine, je me suis écouté, puis je suis allé au pace du bonheur. Fait que tu sais, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Les gens, souvent, ils vont péter. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir aller trop vite, ils vont pas se respecter, ils vont pas s'écouter. Fait que, tu sais, d'avoir un peu de compassion envers son corps. Nous autres, les ultras, on est pas mal bons pour se défaire. Puis je t'ai conté ma première expérience, mais d'avoir un bon ressenti, de savoir c'est quoi ton besoin, quand, ton hydratation, ta bouffe, tu peux vraiment aller loin. C'est impressionnant ce que le corps humain peut faire avec une coupe de barre puis de l'eau, là. Mais faut juste respecter son rythme. T'sais. Exactement. Puis il y a plein d'histoires de, tu sais, souvent les grandes courses d'ultra ont des cut-offs très généreux, ce qui fait que
Tu as des gens qui finissent à la limite du cut-off parce qu'ils ont couru des portions, ils ont crashé, ils ont couru, ils ont crashé. Puis tu as des gens qui partent sur quelque chose de très steady, que ce soit un rythme de marche rapide ou un rythme de jog et toutes les montées sont marchées, peu importe, mais il y a moyen d'être très, très stable puis de terminer. Il y avait cette histoire-là aussi à la Hard Rock, il y a un coureur allemand qui arrivait là chaque année, qui partait avec son gros gear comme s'il partait en autonomie pour 170 km dans les montagnes du Colorado. Puis il partait avec un rythme steady. Il n'arrêtait à aucun ravito à part, comme tu dis, 2 minutes. Puis il était steady puis il finissait tout le temps. Je ne me rappelle pas c'est quoi le cut-off de la Hard Rock. Mettons que c'est 60 heures. Il terminait année après année en 59h32, 59h28. Il était comme un métronome. Il avait compris comment ça marchait. Tu sais. Il y a des gens qui finissaient avant lui ou quelques minutes avant lui ou qui DNF ou qui finissaient après lui qui, justement, avaient fait cette boucle-là de pousser, crasher, dormir 2 heures dans un ravito parce qu'ils sont démolis, repartir la machine. Lui, il avait un beat steady puis il se rendait jusqu'au bout. Puis, tu sais, quand tu accroches une boucle ou une médaille, moi, je vois toujours des expériences. Tu sais, quand j'ai accroché ma boucle de transpi ou, mettons, la spine ou tout ça, ou le tord, ben, tu sais, le tord, tu sais, c'est Martine Marois, c'est Danny, c'est Richard que j'ai connu là, c'est Éric DS, c'est Guy, c'est Benoît, tu sais. Moi, si tu me dis le tord, c'est quoi, là? Je vois des faces, puis des sommets, puis des montagnes, puis des cols, tu sais. Fait que, tu sais, il y a toujours une notion de reconnaissance, tu sais. Hey, merci d'être là. Puis un jour, justement, Emmanuel m'avait dit, tu sais, elle dit, quelqu'un qui a le cancer des os à l'hôpital, là, puis qui est en train de mourir, puis il souffre, là, il a sa morphine, il n'a pas choisi d'être là. Fait qu'elle dit, toi, quand t'as mal, là, rappelle-toi que t'as signé puis t'as choisi d'être là. Fait qu'elle dit, si tu veux arrêter, tu peux arrêter au prochain ravito. Mais elle dit, rappelle-toi ton engagement, tu sais. Ça m'a toujours beaucoup parlé. Fait que c'est toujours, à chaque fois que je vois ça, je vois toujours des montagnes, des cols, puis des gens. Tu sais, la grande reconnaissance, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai aucun souci de performance. Tu sais, c'est vraiment pas important pour moi. Je vais souvent arrêter pour traiter des gens, faire des massages, faire une coupe de poing gâchette à l'aiguille pour débloquer du monde. Puis, tu sais, that's it, là, comment que je perds une coupe de position, c'est comme, tu sais, pour moi, c'est vraiment pas important. Il y en a pour qui c'est important parce que c'est un peu leur travail, c'est leur vie, là, tu sais. Mais moi, c'est vraiment l'expérience puis connaître des gens, c'est ce qui me fait le plus triper entre elles, là, tu sais. Ah, bien, il y en a très peu qui sont là pour, comme tu dis, les positions, puis c'est bien parfait. Comme tu dis, c'est leur travail. Puis si on pouvait être à ce niveau-là, peut-être que nous aussi, on se battrait pour des positions, mais là, on est à un niveau où nos vies, nos aptitudes physiques, il y a plein d'éléments qui font qu'on n'est pas là. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est de pouvoir être là pendant ces mêmes événements-là. Tu sais, moi, j'en parlais l'autre fois, puis je pense à mon père qui est un très bon golfeur. Je disais, tu sais, toi, tu joues au golf, puis tu regardes du golf parfois à la télé, tu vois le Masters, tu vois des Tiger Woods. Mais nous, notre sport en ultra, c'est comme si on pouvait aller jouer le Masters pendant le Masters à côté de Tiger Woods. C'est juste que Tiger Woods finit sa ronde plus vite que toi. Mais au final, c'est ça, c'est qu'il y a cette proximité-là. Puis quand tu côtoies, tu te dis, des élites. J'avais la semaine passée René Hamel qui me racontait qu'il était au Népal en même temps que par hasard une épreuve de la Golden Trail Series. Puis Kylian était là, puis tout. Puis je pense que après l'épisode, elle me racontait, tu sais, ils sont là, puis ils nous jasent, puis tout le monde est bien relax, puis tout le monde est sympathique, mais c'est ça, tu sais, c'est un sport, je pense, qui amène des passionnés. Puis c'est des gens, tu lis les livres de Kylian Jornet, il y a même moi notre plus grand athlète professionnel de notre sport. Tu lis ses livres, puis tu comprends que lui, ce qu'il veut, c'est juste être dans le bois, être dans les montagnes, puis vivre des expériences. C'est tout, tu sais. C'est ce qui fait que... Puis on a la même passion. Puis c'est important d'avoir des élites parce que ces élites-là, c'est eux autres qui te propulsent. Tu sais, ils vont te donner le standard. Mais tu sais, je regarde, puis tu sais, ça va peut-être parler aux gens, mais moi, j'ai une réalité de papa monoparental, j'ai une clinique, j'ai une école d'arts martiaux, on s'occupe de 2-3 petites courses presque pas connues avec une centaine de bénévoles, tu sais. Fait que ça vient jouer sur la donne, mais un gars, tu connais peut-être Albert Jacquard, c'est un généticien français, un philosophe qui est décédé il y a quelques années, puis lui, dans un de ses livres, il disait une société qui crée des gagnants va malheureusement créer des milliers de perdants, tu sais. Fait que il faut arrêter d'être seulement compétitif. C'est important la compétition parce que c'est ça qui a propulsé l'être humain vers l'avant. Tu sais, on donne un standard, on veut le dépasser, on va aller plus loin. Sauf que tu oublies que la manne de tout ça, ben c'est ta population moyenne. Fait que si tu y donnes pas du temps, ben écoute, tu passes à côté de quelque chose puis tu vas décourager des gens. Tu sais, dans les années 60, il fallait que tu fasses un marathon. Si tu faisais pas un marathon, t'étais pas bon. Tu sais, les gens qui s'essayaient puis ils se blessaient puis ils faisaient l'intervalle puis ils cassaient, ben là, si t'étais un marathon, t'étais dans la gang. Tu sais, on passe à notre sport actuellement, puis on dit, OK, là, si t'as pas fait un 100 miles, si t'as pas fait un 160, t'es comme pas dans la gang. Mais tu sais, c'est un peu comme la pensée qu'il faut être anorexique, puis il faut être grosse de même, puis il faut être un mannequin dans la vie. Tu sais, c'est quelque chose qui parfois peut être inatteignable si tu essaies de faire de la vitesse. Fait que tu peux ralentir ton rythme, puis
tomber dans une crowd qui va juste aimer faire de la montagne puis de la randonnée, tu sais. Puis je trouve qu'au Québec, on est quand même choyé pour ça. Tu sais, je pense à toi, Ultra Lala, j'ai écouté des podcasts, je regarde Distance Plus. Ils font pas juste des articles sur l'élite, tu sais, ils vont aller chercher autre chose à quelque part. Puis c'est important de rejoindre ces gens-là parce que c'est le commun des mortels, c'est ça, tu sais. Puis c'est eux autres qui propulsent puis qui consomment un peu les publications puis le sport puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de nourrir ces gens-là puis de les valoriser aussi. Puis autant qu'on peut être compétitif, mais des fois, on peut décider d'être acompétitif un peu aussi, tu sais. Oui, je pense qu'on a une responsabilité aussi comme média. J'en parlais avec Marie-Ève Trottier quand je parlais de la place des femmes dans les ultras, mais je pense qu'on a une responsabilité comme média. Tu parlais de Distance Plus, tu parlais des autres podcasts, Ultra Lala et tout ça, de mettre en lumière des gens inspirants, point. Tu sais. Puis je l'ai remarqué, moi j'ai fait un petit sondage il y a quelques semaines parce que je voulais être à l'écoute justement des gens qui nous écoutent puis de se dire qu'est-ce qu'ils ont aimé, c'est qui les invités, quel type de contenu ils aiment, quelle durée. Tu sais, je voulais juste valider, ça faisait 25-30 épisodes que je faisais sans poser la question autrement que le feedback que tu reçois. Hey, c'est cool, OK, merci. Moi, je veux du feedback constructif. Moi, je me nourris de ça dans la vie. Fait que je vais aller chercher ce constructif-là. J'ai juste listé à ce moment-là les 26-27 épisodes qui étaient sortis. J'ai dit, c'est qui vos épisodes préférés? Puis, tu sais, au final, j'ai eu la chance de recevoir des athlètes élites internationales. J'ai reçu la numéro 1 mondiale. Puis, tu sais, avant Maud Matisse, avant des athlètes internationaux comme ça, la personne qui a reçu le plus de votes, c'est Pat Godin, l'épisode qui était le plus écouté, qui est un mid-packer. Oui, il est connu, mais c'est un mid-packer, puis les gens se sont nourris de son expérience. Puis en 3e position, c'était Martine Marois. J'ai fait, c'est malade. Tu sais, moi, je savais que ça intéressait les gens. Moi, je le jase avec les gens, puis tout le monde avec qui je discute a quelque chose d'intéressant, puis de passionnant, puis d'inspirant. Mais tu te dis, de toutes les personnes qui ont écouté le balado, un des noms qui est ressorti le plus, c'est Martine Marois, qui n'est pas une élite, par contre, qui fait des choses hallucinantes, exceptionnelles, puis que probablement que le commun des mortels qui veut se mettre à la course, il y a de quoi d'atteignable en se disant, cette fille-là, sa philosophie, son approche du sport, la façon qu'elle communique sur ses expériences de course, sur ses entraînements, c'est plus près du commun des mortels. C'est une fille qui a une job dans la vie, elle a des enfants. Il y a quelque chose qui est plus près des gens, peut-être que de parler à Kylian Jornet, tu sais. Puis, je trouve ça malade, justement, que c'est ça qui est ressorti. Puis Martine, tu sais, c'est une ambassadrice au défi Everest là, pour les camps d'Everest. Puis Martine, si tu la définis, moi, il faut toujours que je dise la merveilleuse en passant, parce que avant d'arriver au tard, elle m'avait arrangé le logement puis tout ça. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Elle dit, tu vas toujours m'appeler la merveilleuse. Bon, elle savait pas qu'on deviendrait super amis. Puis que si tu regardes sur les posts sur Facebook, quand je parle d'elle, je dis toujours la merveilleuse, tu sais. Mais Martine, c'est, je pense, dans les grandes dames que je connais, c'est celle qui a la plus grande vulnérabilité. Elle se met à nu, puis elle te le présente. Puis elle dit, voilà, je suis comme ça, voici mes faiblesses, voici comment je suis, voici mes forces. Puis les gens, ils s'identifient à ça. Tu sais, c'est pas, ce pays-là, c'est une quintessence. C'est pas une photo plastique avec une médaille, puis tu la regardes au loin. Ah non, là, tu vois qu'elle enroche un coup, qu'elle travaille fort, qu'elle a travaillé sur elle-même, puis elle n'a pas peur de se mettre à nu. Fait que les gens sont capables de s'identifier à ça parce que dans ta vie de tous les jours, tu as des bonnes journées, tu as des moins bonnes journées, ça va bien dans ta famille, ça va bien avec ta blonde, ça va moins bien, tu sais. Fait que, tu sais, les gens s'identifient à ça. Puis Martine est capable vraiment de transcender les limites de la pudeur en restant super humaine, puis de découvrir ça, là, c'est assez fantastique. Fait que ça m'étonne pas que tu me dises que c'est un des podcasts les plus écoutés. Puis Pat aussi, là. C'est Pat, c'est un acteur. Parce que quand tu es à côté, puis tu jases avec, là, on avait tourné un documentaire avec il y a 2 ans, puis tu sais, il est super sympathique, Pat, puis j'ai couru un bout avec lui, puis c'est quelqu'un qui est super ouvert. Tu sais, c'est ça, c'est la beauté du trail, je pense, c'est l'humain qui est justement dans la montagne. C'est ça qui fait la grande beauté de la chose. Exactement. Puis de tous les niveaux, moi, 100% de mes invités, puis je le dirais pas si je le pensais pas, mais tu es mon 30, 34, 35e invité en comptant les épisodes avec 2 personnes, puis j'ai que rencontré des belles personnes. Il n'y a aucun épisode, j'ai fait « Ah, il est enregistré, je vais le mettre en ondes là, parce qu'il est enregistré, mais il me semble que ça ne donne pas ce que je veux. » Chaque personne a son petit côté givré. Chaque personne a... Ce que j'essaie toujours de faire, c'est de faire ressortir de chaque invité qu'est-ce que les gens qui écoutent peuvent en retirer. Fait que quand tu parles avec quelqu'un comme toi qui est dans le mid-pack et qui l'affirme, il y a plein de belles choses qui ressortent de ça. Quand tu parles à Anne Champagne, il y a plein de choses dans son approche, dans son mindset, dans sa façon de se préparer qui s'appliquent à n'importe qui. Mais je le dis ici, je lève mon verre à chaque invité que j'ai reçu, toi inclus, c'est que des belles personnes. Puis je pense que quand on fait un sondage, on prend un échantillon de la population puis on extrapole ça à la population entière. On dit sur nos 2000 personnes, le pourcentage est de X, on l'applique à la population complète.
Ben bon, sur 35-36 coureurs, coureuses de trail que j'ai reçus, 100% sont intéressants, 100% sont groundés, 100% sont humains. Ça en dit long sur notre belle communauté. Hein. Ouais, puis tu sais, c'est pas d'affirmer ce qu'on n'est pas. Tu sais, Anne Bouchard, c'est une super bonne amie, on se parle à tous les semaines, on se texte, tout ça. Écoute, on s'est croisés, moi puis Anne, puis écoute, elle m'a ramassé après Aricana, un peu à ramasse, elle m'a mis dans la douche, elle m'a couché, tabarnak, je la connaissais pas, ce fille-là, elle m'a donné à manger. Tu sais, je suis tombé en amour avec Anne, tu sais. Puis moi, je respecte beaucoup ce que Anne fait, puis elle est allée faire la Swiss Peak, que Hélène est arrivée troisième. Puis je pense à 100 quelques kilomètres, elle a arrêté sec. C'est fini. Ben, pas parce que, écoute, elle aurait pu gagner, elle aurait pu monter sur le podium, mais Anne, c'est une fille de vitesse. Puis je respecte tellement ce qu'elle a fait. Elle dit non. Elle dit, c'est vraiment pas moi. Les courses ultra longues, c'était pas du roulant, c'était plein de caillasses, ça montait, ça redescendait, il y avait un peu de hors-sentier. Elle dit non. Elle dit, moi, je suis une fille de roulant, j'aime ça quand ça va vite, j'aime ça, tu sais. Elle a arrêté. Mais ça, là, je trouve ça tellement fantastique, quelqu'un qui est capable de s'affirmer. Puis à partir du moment que tu connais ton why, pourquoi je le fais? Tu sais, je le fais pour aller sur le podium. Hey, super, je t'encourage, je te tape dans le dos, vas-y, file. Ou je le fais juste pour finir, ou je le fais pour m'améliorer, tu sais. Mais à partir du moment que tu as ton why, puis que tu es sur ton X, puis que tu l'affirmes, ça, c'est vraiment super, tu sais. Fait que Anne, tu sais, quand elle a annoncé ça, j'ai fait, hey, wow, j'ai écrit, j'ai dit félicitations. Fait que, tu sais, on le sait, on veut faire des trucs ensemble. Tu sais, elle sait que moi, je suis une tortue, mais que je vais te tirer durant 10 jours. Puis je sais qu'elle, elle va super vite, tu sais. Fait que, mais qu'on fasse quelque chose ensemble, on va se respecter, tu sais. Mais c'est avec des gens comme ça que j'ai envie d'œuvrer puis j'ai envie de partager parce qu'ils sont vraiment eux autres mêmes. C'est un peu la même chose pour Martine, pour Richard, tout ça. Fait que, tu sais, c'est des gens qui sont inspirants. Puis ce que tu vois, c'est ce que tu achètes. Mais c'est pas autre chose que ça, tu sais. Des gens qui sont juste vrais. Toi, c'est quoi ton why? Mon why? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ben, moi, mon why, tu sais, t'as plusieurs choses qui partent de différentes affaires. J'ai des histoires un peu plates dans ma vie, là, le suicide de mon frère, puis tout ça, puis des choses qui m'ont fait tomber un peu au fond du baril. Puis mon why, ça a toujours été aider les gens. Tu sais, j'ai commencé par faire de la recherche pharma. Après ça, je suis allé en acupuncture. Mais tu sais, je pense que tu sais, j'aurais pu faire médecine, j'aurais pu faire chiro, j'aurais pu faire. Tu sais, moi, j'aime ça, le contact humain. J'aime ça avoir un patient, faire du one-on-one, travailler avec lui. OK, on traite une douleur, on traite un truc, mais on parle d'alimentation, on parle d'exercice, on parle. Là, mes patients ils me trouvent tannant. Là. Moi, je suis un proactif. Tu sais, je leur dis toujours, c'est pas de traiter le patient qui est dur, c'est d'y faire adopter des saines habitudes de vie puis de changer des trucs. Tu sais que dans 15 ans, 20 ans, on fera pas toc-toc à ta porte. Oh, tu fais du cholestérol. Toc-toc. Oh, ah ouais, là, tu viens d'avoir un petit anévrisme. Ou, tu sais, fait que, tu sais, change tout de suite tes habitudes de vie pour aller mieux. Fait que moi, mon why, je pense que c'est aider les gens. Puis c'est œuvrer dans la communauté. Tu sais, tu l'as vu passer hier, j'ai fait une blague pour la mairie, là. Ça a comme juste un peu trop bien pogné, là. J'ai eu des gens de partout au Québec, ça a été partagé sur 3 continents. Tu sais, je capotais. Tu sais, j'ai fait un poisson d'avril, je disais, hey, je me présente à la mairie de Rivière-du-Loup. Finalement, ça a fait un tollé, mais tu sais, c'est pas pour moi la politique parce que il y a quelque chose là-dedans, puis je les respecte beaucoup, mais il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, c'est un engagement qui est haute, que moi, je serais pas capable de faire. Je m'engage avec des bénévoles, je m'engage, tu sais. Fait que moi, mon but, c'est aider des gens. Le défi Everest, ben, c'est un truc qui est vraiment dans ce credo-là. Tu sais, la première règle du défi, c'est que c'est à compétitif. Fait que c'est toi avec toi. Tu sais, à la base, c'était monter une côte à Rivière-du-Loup ici 150 fois, faire la hauteur de l'Everest, puis tu fais une équipe de 5 à 20 personnes, puis tu répartis les montées sur les capacités de l'équipe. Tu sais, mon père est cardiaque, il en fait 2 à 4. Moi, j'en faisais une vingtaine, ma soeur en fait une vingtaine. Puis, tu sais, à la gang, on fait 150. Fait qu'on a fait 150 kilomètres en une journée. Il y a des équipes qui le font en 2 heures, des équipes, ça leur prend 8 heures. Mais tu répartis ton effort, puis en équipe, tu réussis. Puis, on n'annonce pas qui a fait quoi dans les équipes. Tu sais, les gens, ils le savent pour eux autres mêmes, mais ça a toujours été le but d'être à compétitif. Puis ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Puis, tu sais, je pense à travers tout ça, là, moi, ma grande force, je suis pas un super coureur. J'ai des lacunes en informatique, j'ai des lacunes partout, je suis un bon thérapeute, mais moi, ma plus grande force, c'est synergiser les gens. C'est former des équipes, aller chercher des gens, bonifier leur capacité, les placer à la bonne place. Puis je dis toujours au CA du défi Everest et autres autour de la table, quand on commence, je les remercie. Puis 2, je leur dis toujours en riant, je suis content d'avoir des gens beaucoup plus qualifiés et intelligents que moi autour de la table. Tu sais, là, ça part à rire. Mais on a un gars, c'est un associé comptable chez Raymond Chabot. On a une fille qui a œuvré 35 ans chez Desjardins. On a un spécialiste en informatique, en programmation qui chapeaute des équipes partout à travers le monde. Fait que, tu sais, ces gens-là, là,
sont tous meilleurs que moi dans leur domaine. Puis moi, tu sais, je fais juste comme synergiser les gens, placer l'ordre du jour, puis on tourne ça autour de ça, tu sais. Fait que moi, c'est ce qui m'anime, c'est vraiment aller chercher le potentiel de la force chez un être humain, puis tu tapes dans le dos, reconnaissance, puis hey, wow, on s'en va vers là, tu sais. Fait que moi, je l'ai découvert, ça fait peut-être 4-5 ans, je te dirais, mais ma force, c'est ça, c'est placer des gens ensemble. Quand on a parti le projet Caval, j'ai appelé Marlène qui est en Alberta, puis j'ai dit « Hey, guess what? On a un petit projet, ça te tente-tu d'embarquer? » Fait qu'elle fait « Ouais, c'est quoi? » Puis Marlène, là, c'est du bon pain, elle dit jamais non, tu sais. Fait que là, j'ai compté ça. Fait que tout de suite, elle a dit oui, tu sais. Mais qui tu veux avoir pour faire tes communications autres que Marlène Côté, directrice d'Aricana, tu sais? Exact. C'est fou, là, tu sais, c'est elle que tu veux, elle est humaine, elle est gentille, elle a été dévouée, tu sais, elle est en arrière des communications, puis ça paraît pas, tu sais, puis c'est toujours la personne en retrait, mais elle est tellement fantastique. Fait que c'est qui aller choisir, puis comment les placer ensemble, puis comment que tu vas te rendre à ton objectif, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, c'est dans mon why, je pense que c'est ça ma grande force, mais c'est vraiment de travailler pour l'amélioration du potentiel humain. Moi, c'est ça qui me motive le plus, là. Je pense que c'est la force des grands leaders. Un leader, c'est pas celui qui est le meilleur dans quelque chose, qui va faire cette chose-là à la place de son équipe. Un leader, c'est quelqu'un qui va réussir à s'entourer de gens plus compétents dans certains domaines et qui vont venir combler ces angles morts. On a tous nos forces, on a tous nos faiblesses. Tu le dis, toi, tu es un bon thérapeute, tu es un gars qui sait rassembler, qui sait rallier les troupes autour d'un projet. Bien, après ça, c'est ta force. Mais qu'est-ce qui te manque pour, par exemple, votre projet Caval, pour faire un lien vers ça? Bien, tu as les coureurs qui vont faire votre périple immense, mais qu'est-ce qui vous manque? OK, ça nous prend une fille au com, ben, crime, Marlène est là. Ça nous prend un vidéaste. Bon, on va aller chercher le fils à Richard, Zach, j'en ai parlé avec Richard, moi je le connais avant que je connaissais Richard, puis Zach, c'est un petit génie de la réalisation cinématographique. Je veux dire, ce que ce gars-là peut faire avec une caméra, il n'y a pas grand monde qui peut le faire, point. T'sais. Hollywood inclus, ce gars-là a du talent. Fait que, je pense que la force d'un leader, c'est de rallier les forces autour, puis tu as vraiment ça, on le voit, l'engouement du défi Everest. L'engouement, quand tu as lancé cet hiver le B7, c'était malade, ça. Je veux dire, c'est un coup de tête, c'est une idée, puis ça a juste fait boule de neige, puis à chaque jour sur la page, il y avait des gens qui t'envoyaient des photos. Si tu veux expliquer rapidement c'était quoi le B7, moi, ça m'a fait tellement du bien de juste voir ce que les gens faisaient, puis l'originalité des gens. Ben, tu sais, en anglais, ils disent Beat the February's Blues Barbecue. Tu sais, des fois, on faisait des barbecues, nous autres, au mois de février, dehors, on amenait notre viande. Mais c'était vraiment, l'idée a parti, écoute, je courais dehors avec mon fils, puis je courais le soir, puis le monde regardait à terre. Puis je voyais du monde marcher sur la rue. Tu sais, Rivière-du-Loup, c'est pas Québec puis Montréal. Tu sais, quasiment personne. Tu sais, il y a 7 heures, le monde marche, il y avait le masque, puis il regardait à terre. Hey, je me serais cru dans le métro à Montréal durant la nuit, tu sais, que, voyons, ça n'a pas d'allure. Fait que là, je me suis mis comme à réfléchir, puis on jouait avec mon fils avec des sables laser, puis tout ça, puis de la lumière, puis je dis, hey, on va aller faire de la photo. Puis là, tu sais, comme de fil en aiguille, j'ai dit, hey, on va partir ça. Fait que, tu sais, B7, c'était une initiative citoyenne, embarque qui veut. Tu vas dehors, tu cours, tu fais des photos, puis, tu sais, celui qui nous a parti aussi dans ces super photos, c'est Richard McDonald, qui est un gars de Gatineau. Écoute, il nous a prêté ses photos gracieusement. On a Cécile qui a embarqué dans le projet, qui est une jeune réalisatrice aussi, là, qui est à Québec, qui est française. Fait que, tu sais, ça a vraiment été trippant. Puis à un moment donné, ben, après une semaine, je n'avais plein mes culottes, puis j'ai pris ça, puis j'ai poussé ça à Cécile, puis j'ai dit, hey, tu veux-tu t'en occuper? Fait que là, au début, elle m'a fait, je suis pas sûr, j'ai jamais fait ça. Non, j'étais capable. Puis là, j'ai expliqué ça un peu. Écoute, c'est plus moi qui m'en suis occupé, là, c'est Cécile qui a fini les 2-3 dernières semaines. Fait que, tu sais, c'est une initiative de faire de la photo, puis de sortir à l'extérieur avant le couvre-feu, bonhomme 7 heures, B7. Fait que 7 à 8, tu sors, tu vas jouer dehors avec tes enfants, tu fais des photos, puis tu les publies sur la page. Mais tu sais, ça a fait le tour du Québec, puis ça s'est rendu un peu partout, puis ça a vraiment été plaisant. Ça a été une question de 3 à 4 semaines, puis ça a fini comme ça, tu sais. Mais ça a été un coup de tête. On s'est entouré d'une équipe, les gens ont eu du plaisir, puis tu sais, on s'est même rendu à Salut Bonjour, là, ça a passé à Salut Bonjour un matin, puis tu sais, on était super contents. Ça a été, je pense, quelque chose de motivant, puis tu as l'air d'avoir bien vécu, mais ça a fait sortir un peu de l'amorosité qu'on avait à ce moment-là, là, tu sais. Exact. Je pense que c'est cette capacité-là de justement prendre une idée puis l'amener à quelque chose de juste rallier des gens autour. Puis tu sais, moi, j'aime ce que tu disais par rapport aussi au défi Everest, que c'est compétitif, que le but, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de classement, c'est juste accomplir ça en équipe. Ceux qui le feront vite, vous êtes hot, tape dans le dos. Puis ceux qui ça prendra plus de temps, ben tape dans le dos aussi. Vous allez avoir été plus longtemps dehors en train de faire votre activité. Tu sais, ça revient à ce qu'on disait sur des ultras. Moi, je raconte tout le temps l'histoire de Scott Jurek qui a gagné la Western States 7 ans consécutifs. Il n'y a personne qui ne va jamais faire ça. Jim est bien bon. Jim ne gagnera jamais 7 Western States consécutifs. Puis si dans 5 ans, il l'a fait, vous me direz que l'épisode 33, je me suis planté. Bref, c'est un athlète
exceptionnel, un athlète d'exception. Puis chaque année à la Western State, il finissait ça en 15, 16, 17 heures. Puis il campait à la ligne d'arrivée, il installait sa tente, puis il attendait ceux qui arrivaient à la 30e heure. Puis à la Western State, ils remettent un prix spécial au dernier finisher. J'avais vu que Jean-François Tappe en Gaspésie fait ça. Puis je trouve ça malade de dire que ton meilleur athlète à ce moment-là, Scott Jurek, c'était le Tiger Woods de la trail. Tu sais, c'était le Jim Wamsley d'il y a 20 ans. Bien, chaque course qu'il fait, il campe à la ligne d'arrivée pour être là quand le dernier arrive. Je veux dire, la première fois que j'ai lu ça, les poils m'ont levé. Tu te dis, OK, Ouais. c'est ça le trail. Ouais, L'aspect compétitif dont tu parles, c'est ça. Il y a un gagnant, oui, mais lui, là, ça l'impressionne que quelqu'un a été 30 heures sur le parcours. C'est un engagement humain, tu sais. Une affaire, une année ici au Défi Everest, on a un module qui est le Macadam Ultra qui a été créé par Emmanuel Dudon puis moi. Puis on s'est dit, hey, on va faire un ultra en ville. Fait qu'on va faire le Défi Everest, on prend la côte qui fait 60 mètres sur 450 mètres montée, 450 mètres descente. Fait que tu sais, grosso modo, 1 kilomètre. Puis j'ai dit, on met du monde dans la côte durant 48 heures, on leur donne des thérapeutes, on leur donne un logis, ils sont logés à l'école en haut, ils ont leur petit lit de camp, on leur donne de la bouffe, tout ça, puis on leur dit, faites le plus de montées que vous pouvez. Aucun record n'est publicisé, à rien pantoute. Écoute, cette année-là, le record a quand même été fait, on va en parler, mais le gars qui l'a fait, Mathieu, il a fait 227 montées. C'est 227 en 48 heures. C'est 227 km, mais d'une côte en bitume qui ne pardonne pas à 18 %. Fait que cette année-là, tout le monde se rappelle de ce record-là. Mais tout le monde se rappelle d'Hélène aussi. Hélène, c'est une madame là, qui est partie, qui a eu une perte de poids incroyable. Je pense qu'elle a perdu 70 livres dans l'année. Elle était là 4 soirs par semaine. Elle marchait. Elle mettait un pied devant l'autre. Cette madame-là a fait 36 montées. Ça, c'est pas tout à fait une montée à l'heure. Mais tu sais, quand tu passes de plusieurs centaines de livres, tu perds du poids, puis son exploit était aussi important que celui de Mathieu. Puis le monde passait, puis il tapait dans le dos, puis il l'encourageait. Puis félicitations. Puis tu sais, il avait tellement mal aux pieds à la fin. Tu sais, quand tu dis mettre le talon à hauteur des orteils pour monter, là, c'est à cette vitesse-là qu'elle montait. Mais on a demandé aux gens c'était quoi leur coup de cœur du Macadam Ultra. Puis cette année-là, il y a eu du monde. On a eu 2000 personnes dans la côte. 2000 personnes à Rivière-du-Loup, le Panzy. Malade. On a eu toute la commission scolaire, les écoles sont venues, il y a eu 1200 étudiants. Les gens ont des filles, le Macadam Ultra. Écoute, les gens se rappellent tous d'Hélène. Puis on avait 2000 personnes qui ont tapé dans le dos durant toute une journée le dimanche quand c'était l'apothéose. Puis c'était vraiment le défi Everest avec les équipes. Puis tout le monde se rappelle de son exploit. Puis moi, je t'en parle, j'en ai le frisson. Mais pour elle, là, son 36 montées, là, écoute, c'était son sommet. Fait que c'est pour ça qu'au défi, nous autres, c'est l'expression qui a été sortie par nos fondateurs, Régis, c'est toucher au sommet, mais toucher et pas R. Fait que c'est être touché. Être touché dans l'émotion, dans l'effort, dans le dépassement, dans le don. On est le seul organisme au Canada qui redonne 100% des montants, tout azimut. C'est toi, tu choisis les scouts, toi, tu choisis ton parc école, toi, tu choisis les maladies du cœur. Ton équipe ramasse des sous, tu ramasses 2000 pièces et 4 sous, on va redonner 2000 pièces et 4 sous. Tu fais ton défi, tu réussis, super. Il te manque 4 montées, tu as quelqu'un qui est blessé, qui s'est pas présenté, ben guess what, on donne les sous pareil, puis félicitations, tu as participé. Fait que tu sais, c'est tout cet aspect-là de synergiser une communauté. La première année qu'on a fait le défi Everest à la Pocatière, c'est pas gros la Pocatière, là. Ben, il y a 14% de la population qui était dans la côte, 506 personnes. Mais tu sais, imagine à Québec là, que tu fais un événement, puis tu es capable de dire que tu as 14% de ta population qui était à une place en même temps. Ça ferait du monde à Québec. Là, c'est fou raide. Mais c'est ça qui arrive. La première année à Sherbrooke, il y a eu 1000 quelques personnes. Tu sais, le maire a dit, voyons, je comprends pas, on a eu un événement la semaine passée. Ça fait 7 ans qu'il existe. Ils ont eu pas ça. Nous autres, c'est la première année. Ben oui, mais les gens le font pour leur cause, ils le font pour eux autres mêmes, il y a de l'animation. Puis, tu sais, les gens s'entraînent durant 8 mois. Nous autres, dans le côte, tu sais, à Rivière-du-Loup, il y a du monde à l'année longue. Tu les reconnais parce qu'ils ont une bouteille d'eau. C'est rendu un gym extérieur. Le monde, il monte puis il descend. Puis là, tu sais, ils ont commencé à s'entraîner, là. Puis même durant tout l'hiver. Fait que, tu sais, c'est ça, tu crées des projets puis ça devient plus grand que toi. Puis à un moment donné, ben, tu as besoin de monde. Tu n'es plus capable de gérer ça tout seul. Fait que là, tu as joint du personnel, tu as joint des gens qui viennent t'aider, tu as joint des spécialistes dans différents trucs. Puis ben, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Là, à un moment donné, ça devient plus grand que toi. Puis à un moment donné, tu t'assieds, puis tu vas le laisser aller. Puis tu dis, ben voilà, j'ai fait ça, mais ça m'appartient pas. Ça appartient à une communauté. Là, Exact. Puis tu as les gens qui personnalisent les défis en termes d'effort, en termes de durée, en termes de mètres de dénivelé, en nombre d'Everest, comme vous le faites dans la version virtuelle présentement. Puis en plus, tu personnalises la cause. Fait que, tu sais, je pense que c'est la meilleure recette du succès, c'est justement chacun le fait pour ses propres raisons.
Puis en plus, tu n'as pas l'aspect compétitif qui fait que les gens, il y a plein de gens qui ne veulent pas s'inscrire à une course parce que ils viennent de commencer à courir, ils reviennent d'une blessure. Il y a plein de raisons, toutes valables, de ne pas s'inscrire à quelque chose qui est compétitif avec un classement, mais là, le défi Everest, il n'y a rien de tout ça. Fait que tu te lances, tu fais ce que toi est à ta mesure, puis c'est tout. Puis l'année passée, on l'avait vu aussi avec le Gaspésia sans NAC. Quand le Gaspésia a été annulé, ils ont reviré ça, ils sont affiliés avec NAC, puis ils ont fait une espèce de mois virtuel. Puis on était comme par sous-groupe sur Strava. Puis moi, je ne connais rien à Strava, je suis très peu là-dessus, mais je m'étais inscrit pour justement ce défi-là. Puis on était plusieurs, puis il y avait des coureurs dans mon groupe, que j'étais des gars, des filles que je sais qui font du 100 kilos par semaine en mode 5 minutes du kilo, des fusées. Puis tu as une madame qui gagnait semaine après semaine. Tu sais qu'il y avait un classement dans Strava, mais c'était juste pour le fun. C'était elle qui avait le plus de kilomètres par semaine. Elle marchait du 150, 200 kilomètres par semaine. Tu fais, c'est malade. En ce moment, il n'y a pas d'objectif de vitesse, il n'y a pas d'objectif de kilomètres non plus. Mais ça fait qu'une dame comme ça qui s'inscrit a torché tout le monde dans le groupe. Puis parce que justement, il n'y avait pas d'attrait de hey, inscrivez-vous, il y a une compétition. Non. Chacun le fait à son rythme, à sa vitesse. C'est ça qui est le fun. Là. Elle a pris le temps. Nous autres, ici, on a une fille super en ville, une amie, Christiane Plamondon. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on est supposé parler de trail, mais tu sais, on parle d'humain, mais tu sais, c'est quoi qui fait la trail? C'est les humains. Là. Exact. Tu sais, la montagne est fantastique, mais si t'as personne pour l'admirer, ben, c'est une montagne, là, tu sais. Puis Christiane a 3 enfants, dont un enfant qui est autiste, puis elle s'investit beaucoup dans sa cause. Puis là, elle est inscrite sur la Circumpolar Race que Laz a faite, tu sais. Écoute, elle fait des semaines à 100 quelques kilomètres. Cette fille-là, ça y a pris 4 ans avant d'avoir sa boucle du macadam. Parce que la boucle du macadam, c'est 100 kilomètres, c'est 100 montées en 2 jours. Mais Christiane a fait un entraînement incroyable, a eu une perte de poids. Elle a arraché puis mordu de l'asphalte durant 4 ans. Elle arrivait à 70, à 80 montées, mais elle finissait jamais sa maudite centième pour avoir la boucle. Mais cette année, elle l'a fini. Elle s'est mise à genoux, là, puis elle a embrassé le sol en arrivant. Tu sais. C'est fantastique. Mais là, elle est sur la Circumpolar Race. Puis écoute, elle étudie, elle travaille, elle fait tout sur son tapis roulant. Puis en même temps, elle est ambassadrice pour le défi Everest, puis elle fait son dénivelé. Mais je sais pas si tu sais, mais faire du dénivelé puis faire de la distance, c'est 2 affaires complètement opposées. C'est difficile de faire les 2 en même temps. Mais écoute, elle arrive à faire des centaines de mètres de dénivelé par semaine. Puis en même temps, elle arrive à tenir le rythme de 100 quelques kilomètres par semaine de marche puis de course. Puis tu sais, tu regardes ce fille-là, là, ça a pas l'air d'une athlète, là, mais c'est un corps en or sur tous les côtés. Tu sais. Puis je vais dire, moi, j'ai une grande fierté. Là, c'est nos ambassadeurs au défi Everest actuellement. Là. Tu sais, t'en connais plusieurs, mais tu sais, on a réussi à avoir Marlène Côté. L'année passée, j'avais demandé, puis elle m'a dit, puis c'est elle qui m'est revenue cette année, elle dit, bon, Yvan, là, je m'engage pour de vrai, si je m'engage cette année, je vais le faire. T'as Gilles, qui est un ami, qui est le directeur du Bromont, tu sais. T'as David Bombardier, Monsieur Plan de Marde, puis c'est devenu un ami. J'ai tellement de plaisir à jaser avec lui, tu sais. Il y a tellement de niaiseries à faire avec. Puis, on a un paquet de monde qui a embarqué, puis c'est pas nécessairement des élites, mais c'est des gens qui représentent la communauté, l'aspect rassembleur. Tu regardes ce monde-là, puis tu te dis, hey, wow, comme dans le temps de vidéo de Gilles qui m'a parti, j'ai envie de faire ça. Fait que, on a une brochette d'ambassadeurs fantastiques qui sont pas toutes des élites. On a Hélène Dumais, on a des gens qui sont vraiment des élites. Mais je pense que ces gens-là ont été attirés, puis on leur a jasé, sélectionné pour leur qualité humaine, pour leur valeur, tu sais. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre du trail, puis je pense un triathlon? J'ai rien contre le triathlon, mais le triathlon, là, tout le monde grogne, t'es sur ton bicycle, puis tu pédages, j'ai assez d'amis qui en font, puis tu sais, là, prends pas le temps de jaser avec l'autre à côté, parce que l'autre, là, il va te voler une position, là, tu veux, tu sais. Fait que le trail, c'est pas ça. Il y a tout l'aspect humain, l'aspect, justement, communauté et autres, puis je pense que c'est ça qu'on incarne, puis on s'en va de plus en plus vers ça, parce que, tu sais, les performances sont tellement exceptionnelles. On regarde des Jim Wemsley, on regarde tout ça, tu sais. C'est-à-dire, humainement, là, moi, avec la mécanique que j'ai, là, je vais faire 500 push-ups par jour, je forcerai pas. Tu sais, je suis un gars d'arts martiaux, mais je peux pas courir 1 kilomètre à 15 km/h. C'est impossible. Tu sais, c'est pas dans ma morphologie, même si je voudrais. Fait que, tu sais, il faut se respecter dans ce qu'on est. Mais tu arrives à te reconnaître dans l'humain, tu arrives à t'inspirer dans les performances, mais moi, je m'inspire vraiment à même ce que je vois chez les autres tout le tour, là, tu sais. C'est ça qui me drive beaucoup, beaucoup, là, tu sais. Exactement. Bon, maintenant, on parle de drive. On l'a effleuré le sujet plusieurs fois. Cavale, ça fait quelques fois. Si vous n'avez pas suivi Yvan et Richard là-dedans, vous n'avez aucune idée pourquoi on parle de cavale depuis tantôt. Vous cherchez sur Google cavale avec un C, vous ne trouvez pas c'est quoi. Yvan, parle-moi de cavale avec un K, ce projet de fou-là dans lequel Richard et toi vous lancez pour cet été. Ouais, ben écoute, c'est un projet que nous autres, on dit inédit. On dit inédit
Pas parce que ça n'a jamais été fait. Tu sais, cette distance-là a déjà été faite. John l'a fait l'année passée. Phil Latulippe l'a déjà fait. Puis on a un gars là, ultra inspirant qui l'a fait sur une patte. Il s'appelle Terry Fox. Mm-hmm. Il a déjà fait ce parcours-là. Fait que, tu sais, on réinvente pas la roue, mais nous autres, on voulait inspirer les gens, mobiliser les gens. Fait qu'on part avec Richard le 1er juillet de Percé. Puis on va se rendre jusqu'à Gatineau en 10 jours. Parce que cette année, moi, je disais à tous les copains, David Bombardier, Hélène, tout ça, je dis, écoutez, gang, ça va être une autre année, probablement sans arche dorée. Fait que, guess what? À Taboy, on va s'en faire des arches dorées, tu sais. Fait que là, j'aurais pas proposé à personne d'autre que Richard de faire ce projet-là. Écoute, je le voyais là. Puis Richard, il est fin, il me déstresse depuis 2 semaines parce que là, je m'entraîne en cochon. Puis je veux devenir un coureur. Là, c'est mon objectif cette année, devenir un coureur. Là, Richard, il dit, man, arrête de stresser. Ouais, mais je dis, Richard, je dis, écoute, je vois le coureur que t'es, puis je veux pas te ralentir. Là, il me dit, voyons donc. Il dit, slack-toi le pompon. Il dit, t'es capable de marcher ça s'il faut, tu sais. Fait que, enfin, bref, on s'entend très bien ensemble, on veut partir, puis c'est un bike and run. Fait qu'il y en a un qui pédale, puis l'autre qui court. Fait que c'est sûr que celui qui pédale fait un peu moins d'efforts, mais celui qui pédale va aller faire le ravito, il va aller faire l'épicerie, il va monter le campement, il va préparer le dîner, préparer le souper. On va être complètement autonome. Tu sais, on veut faire nos propres ravitaillements, on veut dormir dans le bord du champ, dans le bord du clos. C'est sûr qu'on a les réseaux sociaux, tu nous offres ton backyard, ta devanture de maison, c'est beau, on va se tenter là pour 4-5 heures. Fait qu'on part avec notre vélo qui s'appelle Caval, notre petit Bob, puis on veut joindre les deux bouts, 1300 km en 10 jours, en ayant le meilleur DNM possible. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi un DNM? Je vois ça passer du DNM. Moi, je connais le DNF, le DNS aussi, Did Not Start. C'est quoi le DNM? C'est une mesure extrêmement scientifique, mesurable du débit de niaiserie minute. Alors là, j'ai expliqué ça à Richard Turgeon, c'est une vieille de l'université, j'ai expliqué ça. Il dit, man, tu sais, Richard, il a vraiment accroché là-dessus. Et Richard Turgeon, c'est le Master Jedi suprême du DNM. Lui, il est capable. On dirait que je suis pas surpris. J'ai jamais vu un gars être capable de rattraper une balle au bon de main puis de dire des niaiseries. Il est tellement drôle. Tu sais, une entreprise comme ça, tu sais, on va avoir mal, on va en souffrir un coup, mais j'ai envie de rire avec un humain, j'ai envie d'avoir du plaisir. On le fait pas pour l'aspect compétitif, on le fait vraiment, tu sais, comme je te disais, pour inspirer les gens. Puis, tu sais, je pensais à ma shop, ça fait longtemps que je le mûris, ce projet-là, puis je n'ai parlé à Richard avant les fêtes. Écoute, il était tellement content, là, il sautait sur dos. Puis quand on a parlé à Zach, c'est Zach qui a dit « Hey, wow, je vais faire un film là-dessus, papa. » Tu sais, c'est Zach qui a décidé d'embarquer. Puis notre but, c'est vraiment de passer par les maisons de jeunes. On ramasse des sous. On est déjà rendu à 3000 quelque chose. On a eu un don de 1000 $, on a eu un don de 500 $. Puis notre but, c'est de ramasser entre 26 puis 30 000 $ pour les maisons de jeunes. Puis on veut arrêter dans ces maisons de jeunes-là. Puis selon les dispositions cet été de la santé publique, ben on va leur dire, venez marcher avec nous, venez pédaler, venez courir un bout. Initiez-vous au bike and run. Tu sais, c'est pas compliqué, puis c'est tellement une belle méthode d'entraînement, là, rouler puis courir. Tu sais, on y va ensemble. Écoute, tu es obligé de marcher, on marche, tu vas courir 10 km, on switch aux 500 mètres, on fait des intervalles. Fait que le but, c'est de partager un moment puis de dire aux gens, faites les activités les plus accessibles dans l'été. Visitez votre Québec, tu sais, faites le tour. Là. Ça, c'est vraiment important. Fait qu'on va arrêter par les maisons de jeunes, on va faire des petits points de communication, puis on va les inviter à rouler puis courir avec nous autres, puis la population aussi en même temps. Puis par le fait même, ben c'est Richard qui a choisi la cause. Moi, j'ai laissé champ libre là-dessus, puis il dit, moi, il dit, les maisons de jeunes, ça me parle, ils ont besoin à Gatineau, tout ça. On a rejoint la fédération, ils ont embarqué de plein pied. Moi, j'ai rejoint les maisons de jeunes de chez nous jusqu'en Gaspésie. Écoute, tout le monde est emballé par le projet. Quand est-ce que vous arrêtez? Quand est-ce que vous arrivez? Fait qu'on a 2 balises. Les gens vont pouvoir nous suivre en temps réel. On va en avoir une d'accrocher chacun. N'importe qui veut venir rouler, courir avec nous autres. Ben, tu sais, vous venez. On ramasse des sous, on prend les dons, puis ensuite, on redonne ça aux maisons de jeunes pour bonifier leur offre de service puis aider. Puis, tu sais, les jeunes, on le dit au défi puis ailleurs, c'est la base de la pyramide sociétaire. Tu sais, si tu aides ton jeune, puis que tu lui apprends le sport, tu lui donnes des saines habitudes de vie, ben tu sais, il va peut-être faire un meilleur être humain, il va avoir un effet motivateur sur les autres autour. Fait que tu sais, c'est vraiment important de travailler sur la base de ta pyramide, tu sais. Fait que c'est ça qu'on voulait faire, puis Richard a eu une super idée pour les maisons de jeunes, puis tu sais, j'en reviens pas comment que les gens embarquent à date, là, c'est vraiment super. Puis on a une équipe, là, tu sais, Benoît Letourneau, qu'on a rencontré sur le tard, il fait le site Internet, Marlène fait communication, Zach, écoute, on a eu JP qui a fait le logo, je sais pas si tu l'as vu, mais tu sais, c'est Ah, c'est malade. Écoute, c'est un super dessinateur. J'ai lu son livre, c'est Pyrénées, c'est fou, il m'en a dédicacé un.
sais, il a fait ce qu'on pensait. Là. Tu vois une caravane de Dalton avec des souliers et un jambon qui revole au vent. Tu as une caisse d'IPA puis une caisse de stout pour nos bières préférées, moi puis Richard, sur le devant de la caravane. Là, tu te dis, si ces gars-là, ils se prennent pas au sérieux. Ben, c'est exactement ça. On veut avoir du fun, on se prend pas au sérieux. Puis, tu sais, moi, je dis à Richard, là, mettons que je suis plus capable, là. Puis j'arrive en pédalant à Gatineau, on arrive avec 2 bicycles. Ben, écoute, on va arriver avec 2 bicycles. C'est pas pire. Ah oui. Mais on va avoir du fun, puis on va donner tout ce qu'on a, puis on veut mobiliser les gens, puis tu sais, ça rentrait en plein accord de Richard. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ce projet-là. Puis, tu sais, j'ai un petit coup de tristesse cette semaine parce que normalement, j'allais faire Infinitus aux États-Unis. Puis là, j'ai écrit à Andy cette semaine. J'écoute Andy avec la situation actuelle. Là, je peux pas me permettre de pas voir mon fils durant 2 semaines, pas le voir 2 semaines en revenant avec la quarantaine. Fait que, tu sais, j'ai cancellé Infinitus. Et tu sais, guess what, là, mon projet de cœur cet été, c'est vraiment Caval. C'est le plus beau projet que j'ai, puis j'y tenais, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu crève-cœur parce que j'ai rejoint Hélène il y a quelques mois, puis je disais, Hélène, tu veux-tu me coacher pour Infinitus? Ça me dit, voyons, Yvan, t'as tout ce qu'il y a de besoin. Je dis, non, Hélène. Je dis, moi, là, j'ai l'humilité de dire qu'il y a meilleur que moi, puis tu as 2 manières d'apprendre que Bouddha a dit dans la vie. La souffrance ou l'expérience. Fait que j'ai dit, moi, je veux souffrir le moins possible. Fait que, OK, Hélène, on se fait un canevas. Elle m'a fourni, écoute, d'une générosité, Hélène, là. Fait que je l'ai pris pour faire du coaching, quelques séances, les temps de passage, on a parlé d'hydratation. Elle m'a appris énormément de choses. Je me suis aperçu que sur l'hydratation, là, j'étais way off, là, j'étais pas dedans. L'alimentation, tout ça, ça allait, mais tu sais, les temps de passage, comment qu'elle faisait ses affaires, le terrain. J'ai essayé d'absorber tout ce qu'Hélène Dumais avait à partager avec son cœur, puis je pense que je suis arrivé vraiment à quelque chose de bien. Écoute, mes bacs étaient prêts, ma bouffe était prête. Écoute, moi, je partais une Infinitus, là, c'est le 20 mai. Mais là, ben, écoute, ça se fera pas. Fait qu'on servirait de bord, mais on y va avec nos arches dorées, puis on va faire une cavale cet été. Mais c'est tous des beaux projets humains. Puis ça s'aperçoit que la réussite, là, c'est dans le partage. Tu sais, ça se fait pas tout seul. Il n'y a jamais personne qui fait un podium qui est tout seul. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est le projet de l'été, Cavale. Puis j'ai bien hâte de le vivre avec Richard, puis avec toi quand on passe à Québec, si tu as envie de venir faire. C'est certain, écoute. Mais moi, c'est ça qui m'a fait triper de ce projet-là, c'est que j'y vois une similitude avec la backyard, tu vas voir où je m'en vais avec ça, parce que la backyard, tu l'as fait, tu étais le premier Québécois, en fait, à faire le Big Dogs Backyard de Laz au Tennessee. Mais il y a quelque chose que j'aime dans le backyard, c'est l'aspect organisation puis inconnu, tu sais, de devoir tester à travers. Tu sais, la backyard, tu pars, tu sais pas quand tu finis. Puis moi, ça me revient pas dans la tête de dire on commence une course, puis on peut pas se dire à un moment donné, OK, j'étais à moitié. Tu n'as jamais ça, puis de boucle en boucle, tu t'adaptes, puis tu rechanges ton adaptation, puis c'est une adaptation constante. Tu sais, quand tu pars, moi, j'ai fait le 125 à Ricana. Quand j'arrive à la moitié au haut-de-gorge, je sais qu'il m'en reste 50%. C'est quantifiable, puis tu mets la switch à off assez vite de OK, j'avance, puis je sais où la ligne d'arrivée. Puis là, un backyard, ben, tu te lances un peu dans l'inconnu, puis tu es toujours en train de recommencer, puis réadapter ta stratégie, puis de remettre en question comment tu fais les choses, puis de rechanger de stratégie parce que le contexte change. Puis quand j'ai vu votre histoire de cavale, de dire on part un vélo, puis un coureur, puis il y a quelqu'un qui va courir pendant 1300 km, il y a quelqu'un qui va pédaler pendant 1300 km, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on fait les switches. Mais là, ça m'a dit, OK, c'est comme une backyard. Il faut que tu changes les stratégies. Puis vous allez tester plein de patentes. Tu sais, la backyard, là, je lisais quand je me préparais, entre guillemets, pour celle que j'ai faite pour le fun avec David en enregistrant un épisode. Puis tu te dis, OK, quand ça ira plus, est-ce que je marche ou je fais de l'alternance marche-course pour essayer de faire mes boucles jusqu'en 58 minutes puis repartir la suivante? Tu sais, tu testes des choses pendant une backyard. Mais j'ai l'impression qu'avec votre cavale, ça va être un peu ça. Tu le disais tantôt, on va-tu faire de l'intervalle? Tu sais, c'est de gérer l'effort à deux. De dire, OK, aujourd'hui, Richard, il a une mauvaise journée, il est plus magané. OK, ben je vais te donner plus par la course, il va pédaler plus. Mais là, c'est moi qui viens maganer. Ben, Richard rembarque, puis ça va être toute une logistique, mais dans un mood convivial. Mais je trouve ça malade, cette gestion-là que vous allez avoir à faire, puis une adaptation constante en continu. Il n'y a pas de moment où vous allez pouvoir vous dire, on a trouvé la recette parfaite. Parce qu'une fois qu'une journée va aller comme vous voulez, la suivante, avec la même stratégie, il n'ira pas nécessairement bien, tu sais. Exact. Tu sais, la température, puis tout, puis on va aller devant dominant en face, on va toujours avoir une inclinaison. Richard a déjà couru beaucoup de marathons. Moi, je suis zéro un gars d'asphalte. J'ai toujours mis mes pieds dans les sentiers, tu sais. Mais c'est ça, mais puis c'est de permettre tu sais, quand tu fais une affaire comme ça avec quelqu'un, il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies confiance. Puis moi, je me mettais de la pression. Et pourtant, je suis pas un gars de pression. Puis tu sais, Richard a dégonflé ma ballonne. Il a tellement été gentil, mais tu veux réussir, puis tu veux
potentialiser l'autre dans ses forces. Puis, tu sais, si tu as une mauvaise journée, là, puis t'as la tête dans le cul, là, faut que tu sois capable de le dire à l'autre, puis l'autre, il te dit un paquet de niaiseries, puis il te recraint. Tu sais, d'être capable de se respecter. Puis on est deux thérapeutes. Tu sais, moi, je suis un thérapeute du sport, puis je fais beaucoup d'approches mécaniques, sportives, médicales. Puis Richard, c'est pareil, c'est un physio-ostéopathe. Fait que, tu sais, c'était le meilleur mélange qu'on pouvait pas avoir pour faire ça, tu sais, puis pour se motiver. Puis chaque chose, il faut que tu aies épuisé de l'expérience. Moi, quand j'ai fait le backyard, ça a été la pire course de toute ma vie. Puis normalement, je devais organiser un backyard avant. Puis à jaser avec Laz, parce que on a poussé la candidature de Rivière-du-Loup, puis il a été charmé par les trucs, tout ça. Puis quand j'ai écrit à Laz au début, j'ai parlé, j'ai dit bon, j'ai organisé une petite affaire, ça s'appelle le défi Everest. Puis écoute, là, ça a fait ma journée. Il m'a dit oh, défi Everest, I heard about that, I saw a video. Et là, écoute, je pense que je l'ai photographié, ce phrase-là. Je dis hey, Laz, tu parlais du défi Everest. Tu sais, il avait vu une vidéo du monde dans le cours, puis j'ai envoyé ça, puis il disait, hey, oui, c'est ça, j'ai vu passer ça quelque part. Mais, tu sais, moi, j'ai dit à l'âge, j'ai dit, il voulait que je l'organise, j'ai dit non, j'ai dit, moi, je vais aller le vivre au Tennessee avant. Tu sais, ma plus grande valeur, c'est le respect. Moi, c'est le top, il n'y a pas plus que ça. Fait que j'ai dit, je me sentirais imposteur d'organiser un backyard puis de pas l'avoir vécu. Fait que j'ai dit, on peut l'annoncer pour l'année d'après, mais j'ai dit, moi, si vous permettez, on pourrait en organiser un tout de suite. Mais j'irai le vivre, je vivrai l'expérience, c'est quoi chez vous au Tennessee? À Bell Buckle, puis après ça, ben je le ferai, tu sais. C'est ça qui est arrivé, mais écoute, ça a été la pire course de toute ma vie, puis j'ai fait une intoxication à un virus, je sais pas quoi, j'ai viré malade, là. Écoute, ma copine était là pour me ramasser, je disais, hey, cette femme-là, elle va me toffer à la vie, ça n'a pas d'allure. Puis de toute façon, j'étais mal entraîné pour cette course-là. Je venais d'arriver de l'Euphoria. On avait fait 40 000 mètres de dénivelé en 4 jours dans du backcountry, pas de trail, rien. Le tard des géants. Écoute, j'étais monté sur un char d'assaut avec des jambons gros de même de cuisse. Puis 3 semaines avant, il a interdit les bâtons. Puis moi, je fais de la marche nordique puis du fast pace avec les bâtons. Fait que là, j'ai fait, oh, attends un peu, hey, là, faut que je cours plus. Là, comme ça m'a désorganisé. Mais vraiment, j'étais dans un monde montagne puis dénivelé, puis là-bas, c'était pas ça. Puis je me suis fait vraiment avoir, tu sais, température humide, un peu chaudasse au début. Ça m'a rentré dedans. Écoute, j'ai fait 18 heures. Quand tu regardes Stephanie Simpson, qui a gagné le championnat canadien cette année, hey, wow, chapeau, là, cette fille-là, c'est génial. Mais tu sais, moi, là-bas, on s'entend, c'est pas une performance super géniale. J'ai fait 120 km, je pense. Mais je pense que, tu sais, dans les meilleures conditions, mieux entraîné. Puis j'avais pas fait tant de répétitions de backyard. Je savais pas c'était quoi. Tu sais, j'étais l'instigateur d'un au Québec. Mais là, si quelqu'un a des questions sur le backyard puis il veut savoir comment ça marche, Benoît Les Tourneaux est allé en faire un en Floride. Hey, on s'est appelé un soir, 2 soirs, on s'est écrit. Là, j'ai donné plein de cues. Là, j'ai emmagasiné de l'expérience. En faire un autre backyard, ce serait vraiment pas pareil. Et comme je te disais tantôt pour Hélène avec Infinitus, va chercher de l'expérience. Moi, j'ai essayé d'en glaner un peu. John, un ami américain, ça faisait 4 qu'il faisait. Il m'a donné de l'expérience, mais je l'avais pas vécu. Un coup que tu l'as vécu, c'était pas ça qu'un backyard. Tu sais, un 5 km, un 20 puis un 160, ça se fait pas pareil, tu sais. Fait que c'est vraiment c'est un type de course en soi, c'est un NASCAR 500, puis la personne qui est en avant, c'est pas nécessairement la personne qui va finir. Faut que tu joues d'économie, faut que tu gères mieux ton hydratation, ta bouffe. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris énormément, tu sais. Comme disait Nelson Mandela, je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris. Mais tu sais, si les gens ont besoin d'expérience puis ils veulent en jaser, ben, tu sais, ils m'appellent puis on en parle. Mais les backyards, c'est vraiment un truc en soi. C'est un type de course à part. Puis ce qui m'a attiré, avec Marlène aussi, qui est co-organisatrice, c'est t'as du monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on a choisi des élites. On avait 50 Big Wolf. Ça a fait du feu, ces réseaux sociaux. Puis on a choisi une centaine de personnes à la pige. Tu sais. Fait que n'importe qui peut faire un backyard. Puis guess what? Viens faire ton meilleur temps, tu sais. Oui, puis si on regarde d'autres backyards, on regarde des résultats, c'est pas nécessairement tes élites qui vont... monsieur, madame, tout le monde qui est hyper endurant, qui gagne clairement pas un ultra parce que en termes de vitesse, il fait un 160, ça lui prend 30 heures parce qu'il est un chronome, il est un métronome, il va à sa vitesse, puis il termine, puis c'est un finisher, puis c'est hot. Mais en backyard, 6,7 km à l'heure, ça se gère très bien pour quelqu'un qui est très mid-pack, mais qui est extrêmement endurant. Tu sais, moi, demain matin, tu me dis, il y a une backyard qui part, tu as X athlète élite, puis tu as un Yvan Lheureux qui dit qu'il est une tortue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, mais je te le laisse. Mais qui peut faire des courses de 800-900 km, qui est un métronome, puis qui va savoir comment spacer sur son 6,7 pour le finir. Je ne suis pas prêt à mettre de l'argent sur l'élite parce que
le backyard, c'est un autre monde. Au même titre que les gens qui gagnent des 200 mètres aux States, c'est pas ceux qui gagnent des 100 mètres. C'est des sports quasiment différents parce qu'il y en a un qui est quasiment de la longue aventure à un rythme beaucoup plus bas. Puis le 100 mètres, ça se gagne plus rapidement en courant. Mais j'ai l'impression que le backyard, ça se pourrait qu'on ait des surprises, mais que les courses reprennent au Québec puis que ces backyards-là qu'on a aient lieu. On ne sait pas qui peut gagner ça. Tu as des gens qu'on ne connaît pas qui vont arriver là avec une expérience de hike sur plusieurs jours d'autonomie, puis ça se peut qu'ils causent des surprises. Hein. Il y a des gens en Angleterre, entre autres, il y a du monde qui étaient des marcheurs qui ont gagné. Puis c'est un peu là que le conflit est arrivé. Ça, c'est drôle parce que quand ils ont retiré les bâtons en 2019, avant que j'aille le faire, c'est parce qu'il y a des gens avec des bâtons qui étaient des hikers qui avaient gagné. Là, les gens disaient c'est de l'assistance mécanique. Fait qu'ils ont rajouté la règle numéro 4 qui dit aucune assistance mécanique. Tu n'as même pas le droit de ramasser un bâton. Guillaume Caillemette, il avait fini avec un bâton, un tour, puis tu sais, d'emblée, il était disqualifié parce qu'il avait juste ramassé un bâton. Mais tu sais, c'est sûr que moi, mon pace de marche, c'est 6,7 km/h à 7,2. On me dit 7,2, c'est vite pour marcher. Mais moi, là, je peux marcher à 7,2 km/h, puis je peux te tenir ça 5 heures de temps avec des bâtons. Pas de bâton, ça baisse un peu. Mais tu sais, on développe chacun nos techniques, mais c'est ce qui fait que sur des courses ultra longues, ben je finis pas péter, puis je pars à un rythme, puis je finis au même rythme, tu sais. Fait que là, ce que j'essaie de faire ces temps-ci drôlement, puis comme je t'ai dit tantôt, c'est de devenir un coureur. Moi, mon défi ces temps-ci, ma faiblesse, c'est courir. Fait que là, tu sais, je repousse mes distances. Et l'autre jour, j'ai réussi à courir 29 km. J'étais fier en tabarnouche. Je n'avais jamais couru ça, 29 km de suite. Tu sais, 29 km sans arrêter, là, avec tes petites bouteilles d'eau, là. J'avais jamais fait ça, tu sais. Le monde, des fois, on jase, puis, hey, ouais, t'as-tu fait des marathons? Je sais pas, c'est quoi un marathon? Moi, j'ai jamais couru 42 km. Pas capable de faire ça, tu sais. Et là, l'autre jour, j'ai fait 29. Hey, c'était une fierté d'avoir fait 29 km sans marcher. C'est fou, pareil, quand tu regardes l'expérience, puis tu sais, on n'a pas passé à travers les multiples courses que tu as faites, puis je vais en name-dropper quelques-unes parce que j'aime ça le faire avec mes invités, mais tu sais, tu as terminé le Tour des Géants, tu as terminé l'Andorra Ultra Trail, l'Euphoria, tu le disais tantôt, un 40 000 mètres de des plus, des moins, c'est complètement fou. Sur 233 km, là, c'est du stock. Tu as fait l'UTHC, tu as fait le Mountain Spine Race, qui est quelque chose qui est mythique en Angleterre, cette course-là. Tu l'as fait d'hiver en plus. Je pense que tu n'as pas choisi la plus facile. Tu sais. Ben, je pense pas que la Mountain Spine Race est facile, point. Mais d'hiver, ça doit être brutal. On y a goûté. Écoute, ils ont appelé ça, tu sais, à chaque année, c'est the most windy, the most tatata. Puis les Anglais, là, hey, t'arrives d'un village, là, ils t'encouragent. Mais eux autres, là, c'est comme un bon match de rugby. Là. Plus t'as de la misère, puis tu manges de la marde, là, plus ils sont contents, puis ils vont t'encourager. Puis écoute, d'expérience anglaise, je te jure, on a pogné la pire année de la Spine. L'année d'avant, Hélène est devenue la première Canadienne finisher, puis ils ont pogné un hiver doux. Écoute, ils ont fini dans le gazon ou presque, tu sais, puis ils ont eu de la pluie. Nous autres, il a tombé 1 mètre de neige en 1 jour et demi, 2 jours. Il y a eu un arrêt sur course de 7 heures qu'ils n'ont jamais remboursé. Ils nous ont juste arrêté. On a eu une journée, quasiment 48 heures, des vents entre 80 et 120 km/h. Aller faire 10 km à 4 pattes, t'es pas capable de rester debout parce qu'il y a de la glace. Il y a eu des pics à 160 km/h. Et là, je pensais aux courses, j'ai fait 160. On a monté sur Crossfell, qui est le plus haut sommet de l'Angleterre. Attache tes culottes, ta tuque, 920 mètres. Oh, on se croirait au Québec. Hein. C'est du buton, mais c'est tout le temps exposé. Il vente, il pleut. Hey, on est parti en riant. Il faisait soleil. Hey, la Spine. Ouais. Mais quand tu as 90 à 100 d'humidité, là, puis qu'il fait plus 5, puis à un moment donné, ça tombe à moins 5, moins 7, puis il mouille, là. 100 d'humidité à moins 7, là, tu baignes dans ton jus en dedans ou dehors. Il y avait des stalactites hexagonales en arrière des bâtons pour visuel, pour monter sur Crossfell. Il y avait comme des oriflammes là, de 1,5 pied de glace hexagonale. On essayait de péter ça avec nos crampons et nos bâtons, puis on n'était pas capable. J'avais jamais vu ça. Les vents qui fouettent de l'eau à 160 km/h qui gèlent sur place, là, c'était des flaques de même. C'est des bâtons de 12 pieds en métal. Puis en arrière du petit bâton, tu voyais ça. Je dis, voyons, ça n'a pas d'allure. Cette course-là, ça a été une course de misère, là, calée jusqu'aux hanches, dans la boîte, dans tout ce que tu veux. Il faudrait que tu en parles à Hélène. C'est une course incroyable. Moi, je la conseille à tout le monde. C'est vraiment, faut que je sois dans le bucket list. Au Québec, on est très bien outillé pour faire ça. On n'a juste pas l'outillage pour aller dans l'humidité frette. Mais, tu sais, moins 25, ça nous fait pas peur, là. Mais, moins 5, full humide puis mouille, là, c'est quelque chose. Mais, écoute, c'est la plus belle organisation au monde, la plus structurée, c'est les Anglais. Oublie ça, là, son sacoche, là. 600 bénévoles pour quasiment 200 coureurs. C'est malade. 3 bénévoles pour un coureur.
fou, là. T'arrives au ravito, là, can we help us, sir? Tu sais, ils t'amènent ton sac, c'est ici que tu manges, qu'est-ce que tu as besoin, tu vas aller te coucher, une douche, voilà, c'est ça, ils t'ont remballé tes affaires. Écoute, ils aiment ça, la misère, mais ils veulent que tu réussisses, là. Ils te poussent. Tu sais, c'est paramilitaire comme organisation, tu sais, localisation GPS, les téléphones si tu as besoin, tout ça, c'est super. Ça, je pense que tout le monde devrait essayer cette course-là. Je pense qu'on est juste 2 finishers à date au Québec, là, mais on est en Toi train puis Hélène. on est en train de se partir une délégation pour retourner l'affaire, mais que ça rouvre là, avec la merveilleuse Martine Marois en tête, Isabelle Bernier, tout ça. Fait que ouais, je veux les contacter, puis on peut se faire une délégation québécoise, puis on va aller la refaire. Mais c'est vraiment une course là, extraordinaire, la Spain. Qu'une édition, je pense, hiver et une édition été, c'est ça? Ouais, puis qu'il n'y a pas plus de finishers l'été. Tu sais, l'hiver, c'est la Spain, l'été, c'est la Flair. Il faut le vivre. Hein, tu sais, l'Angleterre, là, si t'aimes le scotch, là, tu montes vers l'Écosse, vers les Highlands, puis tu cours dans de la tourbe. Tu sais, c'est de la tourbe partout. Fait que tu cales minimalement d'un pouce jusqu'à ta taille, tu sais. Puis, écoute, ils ont été obligés de sortir un gars à un moment donné parce qu'il a calé jusqu'aux aisselles, t'es plus capable de le sortir. Puis là, t'arrives, tu vois des étendues de glace qui flottent sur de l'eau. Puis là, Hélène, c'est ce qu'elle disait au début aussi, tu essaies de faire le tour, puis à la fin, tu te dis, hey, fuck off, je passe au travers. Mais il y a un Anglais qui l'avait fait 5 fois. Il avait abandonné, puis tu sais, je demandais conseil sur la portion qui s'en venait. Il dit, c'est la pire au niveau des marécages. J'ai dit, écoute, il y a des spots, là, tu peux rentrer une Volkswagen dans le trou. Ça va être une niaise. Je te jure, là, j'ai sondé avec mon bâton, là. Tu rentres ton bâton, là, puis tu le rentres jusqu'à la garde. Tu dis, hey, je vais pousser ma loque, je vais pogner le fond. Tu pousses, puis tu rentres la dégaine, puis ta mitaine, là, puis t'as pas pogné le fond. Tu dis, OK, on mettra pas le pied là. Puis cette place-là, là, elle a l'air exactement de la même affaire que la place à côté où ce que tu marches. Fait que là, tu rentres ton bâton, tu rentres, tu sors. Puis là, c'est juste, tu peux pas mettre le pied là. Ah, OK, ouais, ça, c'est dur un peu, ça cale jusqu'au genou. OK, on va passer là. Mais tu sais, c'est vraiment ça, la Spain. Fait que tu vois les vidéos, tu vas arriver ces bases vie, ça a l'air super le fun, mais tu sais, il y a de méchantes runs de misère entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. C'est vraiment l'aspect du terrain, la température, la pluie, mais écoute les vidéos de la Spain, là, écoute la musique, là, les épisodes, là, le poil te dresse, tu te dis, hey, je veux faire ça aussi. Mais c'est vraiment une course extraordinaire, la Spain, à faire. Ouais, vraiment. Pour ceux qui se demandent, c'est 420 km pour 10 200 mètres de D+. Tu as l'équivalent du D+, de l'UTMB, mais sur une distance quasiment 3 fois plus longue. Ouais, avec du terrain un petit peu plus galant. Tu parles des vidéos, tu en parlais tantôt quand tu me parlais de ce qui t'a mené jusqu'à BU. C'est quoi que cette première fois-là oui, BU a été la course qui est comme te lancer dans cette passion-là de la course de la longue distance des ultras, mais tu parlais de la vidéo du Vermont 100. Tu regardais les vidéos du Thor. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a fasciné, toi qui étais, comme tu disais, pas un coureur, qui était un gars d'arts martiaux? Qu'est-ce qui, dans ces vidéos-là du Vermont puis du Thor qui t'ont appelé? Ben, le Thor, c'est vraiment les montagnes, mais le premier vidéo que j'ai vu, c'est Gilles. Puis, écoute, c'est l'énergie humaine de Gilles Poulain. C'est un gars à connaître, ça là. Tu sais, tu parles à Gilles, là, puis tu sais, il est électrique. Tu as l'impression qu'il y a une statique autour de Gilles. Puis tu sais, tu sais, puis Gilles, s'il n'est pas TDA, Gilles, je pense qu'il faudrait le diagnostiquer, là, mais tu sais, TDA positif, mais il est tellement fin. Puis j'ai vu son vidéo, je l'ai vu courir, je l'ai vu arrêter au rapito dans les images, il se verse de l'eau, il mange, il y a des gens qui l'aident. Tu sais, le Vermont, là, c'est du Rolling Hills aussi. Il n'y a pas de la grosse montagne, c'est dans les Appalaches. C'est l'aspect humain quand j'ai vu Gilles, puis je l'ai vu finir la vidéo, puis son chum à côté de lui, puis tout ça, puis je disais, hey, wow, je veux faire ça. Tu sais, pour moi, c'était de l'inconnu. Il y a des gens qui font le même marathon 5 fois. Hey, chapeau. Mais moi, pas capable. Je vais retourner faire l'Espagne parce qu'on va être un groupe d'amis, mais j'ai du plaisir. Tu sais, j'ai jamais fait de course de désert. Fait que là, je regarde pour faire une course de désert. J'ai jamais fait de course arctique. Bon, là, je voulais aller faire la Yukon, mais bon, elle est cancellée depuis 2 ans. Je cherche toujours des nouvelles expériences. Tu sais, je veux repousser les limites, je veux connaître. J'aime ça préparer le matériel. Moi, je suis un chirurgien de la course. Tu sais, je coupe les étiquettes, les gants qui dépassent les sacs, puis je recoule le sac. Là. Tu sais, j'aime ça peser mes affaires, trouver la batterie la plus ultra légère, mais la plus sécuritaire. Tu sais, j'ai des gens qui m'aident dans ça, mais c'est vraiment la préparation de la course. Là. Tu sais, un boxeur, il va mettre la photo de son adversaire dans son miroir, puis il la regarde à tous les jours, là, tu sais, comme dans Rocky. Mais moi, c'est à tous les jours, je consacre 1 heure. Je prépare du matériel, je lis là-dessus, j'appelle des gens, je m'inspire d'un truc, je vais chercher de l'expérience. C'est vraiment de préparer puis d'aller en territoire inconnu à toutes les fois. Fait que, tu sais, la Spain, c'était ça, la Transpi, c'était ça, le Thor, bon, c'est une course de montagne, mais
c'est un rêve, tu sais. La Yukon Arctique, le marathon des sables, tu sais, c'est tous des trucs dans ta bucket list que tu te dis, hey, j'ai jamais essayé ça, puis je vais aller partager une expérience humaine, puis je veux m'inspirer de gens qui l'ont fait, puis tu sais, comment ils ont réussi, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment ça, c'est cet élan-là. Puis quand je suis sur une course, tu le sais, je pense dans ton travail, là, le téléphone doit sonner assez souvent, tu es beaucoup devant l'écran, tu regardes les affaires. Mais moi, quand j'arrive là-bas, là, je prends le cellulaire, puis c'est à off. J'envoie un dernier texto à mon amoureuse, je parle à mon fils, sa famille, puis je ferme tout et je pars. Les gens ont de la misère à nous comprendre. Des fois, tu te dis, hey, je te fais une course ce jour, t'es malade. Ouais, mais toi, tu vas à la chasse et à la pêche ce jour. Ouais, mais je me fais pas mourir. Ben, moi non plus, là, j'ai du plaisir. C'est mon moyen de décrocher, tu sais. Puis, je suis pas sûr que je verrais professionnel. Un, parce que j'en ai pas la capacité. Puis deux, je pense que j'aurais plus de plaisir. Tu sais, ça serait plus mon exutoire, ça serait plus, OK, je mets mes espadrilles, je vais courir dans les sentiers. Pour moi, c'est une manière d'exprimer, c'est une manière de vivre autre chose puis de me sortir de la réalité. Fait que, t'as Yvan qui est thérapeute, t'as Yvan qui est papa, t'as Yvan qui a un paquet d'affaires, mais quand je fais du trail, là, c'est purement égoïste, c'est pour moi, c'est pour des rencontres. Puis, je ferme la switch sur ce que je suis à part traiter des gens. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est ce que j'ai vu dans l'expérience de Gilles, puis dans la vidéo du Star des Géants, c'est ça. C'est comme go to the mountain, puis fais ce que tu as à faire, avance, profite du paysage. C'est vraiment ça. Là. Ah, ben, tu m'en parles, j'ai des frissons parce que je vis exactement ça, de se dire on a des vies qui vont vite, puis c'est parfait. Moi, j'aime ça, cette vitesse-là, ce rush-là d'être dans 52 patentes. Et je m'imagine ton quotidien à voir avec le défi Everest, avec le Big Wolf Backyard, avec ta job, avec ton fils, avec ton amoureuse. On a plein de choses. Puis je pense que je suis pareil. Moi, je m'implique dans plein de patentes. Je suis sur un CA d'un théâtre. Je suis sur plein de patentes. Mais quand je mets le sel sur le mode avion, je pars l'app de trail juste parce que je veux savoir je suis où côté GPS pour pas me perdre. Puis je pars. Mais tout ça n'existe plus, puis c'est correct aussi. On a comme besoin, je pense, de cette balance-là du brouhaha du quotidien, puis de se sentir vibrer, puis connecter avec plein d'humains à faire plein de patentes. Puis quand tu pars dans le bois, idéalement, pas de signal. Puis moi quand je fais mes longues runs en ville, parce que j'ai pas le temps d'aller dans le bois, je me mets sur le mode avion pour retrouver cette espèce de... Tu sais, je suis déconnecté de la planète pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 12 heures, 7 jours dans ton cas. Mais je pense qu'il y a de quoi de le fun là-dedans. Ça fait partie de l'équilibre. As-tu tendance à mettre de la musique quand tu cours, toi? Non. Cool, c'est ça. Mais, tu sais, je peux donner un petit truc aux gens. Il y a un gars qui m'a appris à courir ici, Martin, puis c'est un gars qui fait aucune compétition. Il y a une montre Timex, là, à Saint-Pierre. C'est un prof d'éduc. C'est un gars fantastique. S'il y a une course, il va aller la faire la veille ou le lendemain, puis il passe sa montre, puis il regarde le temps qu'il fait, puis that's it, tu sais. Lui, il en veut pas d'arche dorée, ça le stresse. T'es déjà inscrit à des courses, puis écoute, le fait qu'il y avait des courses, là, il prenait des crampes, puis il y allait pas. Puis lui, il m'a beaucoup inspiré. Puis, Martin m'a appris, il dit, la course, c'est une litanie. C'est un rythme primaire. Moi, je compare ça à du jumbé. Tu sais, du jumbé, là, t'as tout le temps celui-là qui fait le beat, là, puis il lâchera pas. Puis là, t'as les autres qui embarquent, puis là, ils embarquent les rythmes différents. Ben, tu sais, la litanie, c'est pas compliqué, là. La course, c'est 5 affaires. Si tu veux courir, c'est la 6e. La première, c'est respirer. Tu sais, comment est-ce que tu respires? Tu respires-tu profondément? Tu bloques-tu ton diaphragme? Ben, tu peux faire un 5 km, là, en respirant un thoracique, puis un peu tout croche. Mais moi, là, je respire. J'ai passé la Transpyrénée à faire des 14 heures qui ont passé à boire, manger, puis je faisais juste respirer, puis c'était un aspect méditatif. Et je tombais dans un monde, là, écoute, là, complètement autre. J'étais plus là. Je méditais, je respirais, je cadençais mon souffle. Je regardais ma montre. Hey, ça fait 12 heures, ça fait 14 heures. C'est incroyable de dire ça, là, mais tu sais, c'est le même que j'ai passé les moments durs, tu sais, avec un peu des mantras. Fait que, tu sais, 1, c'est respirer. 2, s'hydrater comme il faut. Puis, vois-tu, je pensais que j'étais solide, mais Hélène m'a appris qu'il m'en manquait pas mal sur le type d'hydratation. Puis, tu sais, je suis en train de tester des affaires ces temps-ci, puis je vois que mon corps aime ça, puis ça s'améliore. Fait que, tu sais, je me dis, hey, je suis hot dans l'hydratation. Hey, oublie ça, je n'avais à gagner. Manger. Après ça, c'est l'hygiène. Tu sais, quand tu fais un 160, tu peux ne pas te laver, mais ton entrejambe et les aisselles, après 3 jours, moi, j'ai constaté, ça transpi, là. Quand tu as le scrotum qui t'a pelé une fois comme un orange, là, au sang, là, puis que tu fais une nuit, là, pas de bobette, là, puis à rien, là, parce que tu t'endures à rien, là, tu sais, je disais toujours, don't look, I'm naked, tu sais, puis c'est comme, je suis tout nu, là, puis je m'endure plus, tu sais, mais c'est ça, tu sais, fait que faire de l'hygiène, dormir, tu peux te péter un 160 ou un 120 ou autre en dormant 2-3 heures, une demi-heure, mais tu peux pas faire des 300 km sans dormir parce qu'à un moment donné, tu es hypothéqué. Tu sais, le sleep deprivation, c'est 75% de perte de vitesse
après 2-3 jours. Fait que, tu sais, dormir, puis ensuite, tu cours. Fait que, tu sais, dans l'ordre, c'est respirer, boire, manger, faire de l'hygiène, dormir. Fait que tu t'occupes de toi. C'est des affaires très, très, très primaires. Ça sort pas de ce qui est basique pour l'être humain. Puis ensuite, tu cours, tu marches. Puis quand tu fais ça, à un moment donné, tu tombes dans une espèce de litanie, là, puis tu sens je te demandais pour la musique, tu sens le rythme du sol. Puis là, tu entends tes pieds au sol. Puis juste à un moment donné, tu entends ton pied craquer trop fort. Tu te dis, OK, j'ai trop d'appui, je cours trop dur, je marche trop dur. Puis là, tu es très réceptif aux feuilles qui craquent. Puis là, tu es ailleurs. Là, t'es plus techno. Tu es retourné à tes origines humaines là, de transhumance, de marche, de chasse, de tout ça. Puis là, tu comprends les Amérindiens, tu comprends. Fait que moi, c'est ce que je trouve beau dans l'ultra, ultra long. Puis plus c'est long, des fois, tu as des rencontres humaines, puis d'autres fois, tu as des bouts tout seul. Il faut que tu t'assumes des fois un 24 heures que, entre deux bases vie, là, 24 heures, là, tu rencontreras personne. Ça a l'air fou, là. Mais prends ton eau dans le ruisseau puis mange tes rations parce que tes 24 heures, tu verras personne. Puis ça, c'est quelque chose d'appréciable aussi. On retourne à quelque chose qu'on n'a pas. Puis les gens qui vont l'expérimenter après la transpi, surtout, un mois, là, pas capable d'avoir de musique, pas capable d'avoir de vibrations, pas capable d'avoir de grosses lumières, les autos m'agressaient, les sons. Parce que tu sais, tu es retourné à quelque chose, tu t'es déshabitué d'une espèce de quotidien behavioral de ting, je regarde, brrr, je regarde. Fait que c'est ça le trail aussi, là. C'est se permettre des expériences, des fois des incursions juste en trekking pour revenir à ce qu'est l'humain, leur retrouver cette nature-là qu'on oublie parce que, tu sais, comme tu l'as dit, là, ça va vite, on est devant des écrans puis tout ça. Mais c'est une réalité qui nous permet vraiment de retrouver une racine de ce que c'est un être humain, tu sais. Oui, puis c'est animal rendu là. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'écoutais avec ma blonde le documentaire Our Planet sur Netflix. C'est un documentaire sur je veux dire, l'écosystème, sur les animaux, sur l'environnement. Puis il y a une pensée très écologique là-dedans. C'est super intéressant. Mais tu regardes n'importe quel animal, puis c'est exactement ce que tu viens de dire. Ils passent leur vie, toute leur vie est orientée autour de manger, boire, respirer. Tu te rends compte qu'on s'inscrit dans cet écosystème-là, mais on a évolué vers plein d'autres choses, puis on s'est créé d'autres besoins. Mais je pense qu'en ultra, on retrouve vraiment ça. Tu sais, moi, je raconte des fois la fois où je faisais une course en pleine canicule, puis j'étais à quatre pattes dans le ruisseau à me pitcher de l'eau, puis j'ai vraiment eu la réalisation en train de le faire, de dire, là, je suis vraiment au plus pur de l'animal, de ce que je suis j'ai chaud, il y a un ruisseau, je m'asperge d'eau, puis j'essaie de boire à travers parce que j'avais la bonne idée de prendre une gourde à main pour une course en mode canicule, tu sais. Puis tu reviens complètement à cette base-là, puis c'est satisfaisant de revenir à cette simplicité-là aussi, puis comme tu dis, on avance, on met un pied devant l'autre, on boit, on mange, puis on s'assure de se rendre là où on est supposé se rendre. Ouais, puis vois-tu, dans l'expérience que tu dis, ce que je trouve super beau, c'est que l'animal, il aurait probablement arrêté, là. Il aurait gardé ses fesses dans l'eau, mais à quelque part, on a ce côté humain-là, créatif, qui est de la drive, qui est de finir, qui est d'aller plus loin. Mais tu finis pour qui? Pour rattraper le premier? Non, tu l'as fini parce que tu avais tes objectifs, tu as trouvé le moyen de le faire, tu as été imaginatif, puis tu l'as fini. Mais on a cette chose-là que l'animal n'a pas, c'est que même dans cette espèce de transe-là, on se dit, je veux franchir la ligne. Mais tu sais, entre toi et moi, franchir ou pas franchir la ligne, c'est vraiment un peu d'ego puis par rapport à soi. Mais on veut le faire, puis c'est ça qui fait qu'on est humain, tu sais, qu'on est imaginatif. Fait que, tu sais, on retrouve quand même le meilleur de l'être humain, puis on est capable de reconnecter avec ce qu'on est dans le trail, puis c'est vraiment ça qui est magnifique. Là, je pense que c'est un beau mot de la fin. Pour vrai, à chaque épisode, je ressors une minute que j'utilise comme extrait pour teaser l'épisode. Là, il me semble que ça va être un beau casse-tête parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu as dit qui sont vraiment intéressantes. En fait, du début à la fin, c'est intéressant. Puis merci de ton temps, Yvan. Pour vrai, on n'a quasiment pas parlé de trail, c'est ça qui est drôle, mais on a parlé de connexion humaine, on a parlé je pense, de ce qui rend notre communauté trail, ce qui rend notre sport, ce qui rend notre mode de vie intéressant. Puis c'est un retour à la base très intéressant. Ben, je te lève mon verre, c'est vraiment facile avec toi, sérieusement. Là. J'ai eu l'impression littéralement d'être dans mon salon puis de jaser avec un ami. Écoute, c'est presque ça. On est chacun quasiment dans nos salons puis à distance. Un jour, on aura l'occasion de faire ça en vrai. Puis, je le disais tantôt, j'ai commencé à name-dropper ta liste de courses auxquelles tu as participé. Puis, il va falloir qu'on se refasse ça un moment donné plus tard. On aura l'occasion de se rasseoir puis de jaser de ces expériences-là. Mais je pense qu'on vient de couvrir quelque chose de très intéressant. Puis,
Avant de se quitter, j'ai mes questions éclairs NAC, 10 Ah oui, questions. Et là, c'est ce qui est le fun, là, c'est que tu sois un athlète élite qui gagne des courses hyper rapidement ou une tortue, puis là, c'est quote de Yvan, entre guillemets, que tu sois un mid-packer, backpacker, tout le monde a sa chance. Puis la semaine passée, vendredi, j'ai ressorti qui était mes meilleurs FKT. Donc, Marianne Hogan, qui est tout le temps la numéro 1. En fait, les 5 femmes sont avant le premier homme. Ça, je le dis comme ça. À date, les femmes torchent les FKT. Donc, Marianne Hogan en 21 secondes. Mais l'homme numéro 1 est ton compagnon de cavale, M. Richard Turgeon, en 25 secondes. Donc, on va voir si vous êtes à peu près au même pace parce que là, vous partez sur 1300 km entre Percé et Gatineau. T'as-tu un prix citron? Non. Tout le monde est gagnant. Moi, c'est comme le défi Everest. Il n'y a pas de perdant, mais je fais quand même un top 5 parce que c'est le fun de voir qui bon, est là tu m'as nommé Richard. Là, ça m'a teasé la fibre compétitive. Je vais essayer de faire mieux que Richard. Parfait. Donc, il y a un record masculin. Puis on sait qu'il est facilement battable si on se fie aux 5 filles qui sont devant Richard pour le FKT overall. Fait que 25 secondes à battre pour les hommes. Tu me dis quand tu es prêt, j'ai 10 questions pour toi. Toujours prêt. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Nachos ou brownies? Nachos. Courir à plus 30 ou à moins 30? Moins 30. GR20 ou Transpyrénées? Transpyrénées. Question NAC, saveur amande chocolat ou banane chocolat? Banane. 100 miles ou 200 miles? 300 miles. Tour des géants ou Spine Race? Oh! Tour des géants. Course à pied ou vélo? Course à pied. Percé ou Gatineau? Gatineau. 29 secondes. Richard te bat de 4 secondes, mais si c'était pas de Tour des géants ou Spine Race qui t'a fait hésiter, je pense que le record était à toi. Tu étais sur une très bonne lancée. C'était tordu, là, comme patte. Sais-tu à quoi j'ai pensé quand tu m'as dit ça? J'ai comme fait, hey, la course, j'ai regardé les deux, c'est super hot. Puis là, j'ai dit, hey, mes amis sur le Tour des géants. C'est vraiment ça. Voilà, tu nous l'as dit, ton why, c'est les humains. Ce qui t'a motivé dans cette première vidéo-là du Vermont-Sang avec Gilles, c'est les humains. Puis ce qui t'a fait choisir le Tour des géants sur la Spine Race, c'est les humains. Puis je pense que c'est ce qui regroupe tout le monde dans notre communauté. C'est justement cette connexion-là humaine. Tout le monde retire du trail, du sport, sa propre satisfaction. Mais je pense qu'il y a tout l'aspect humain autour de ça qui rend ça le fun. Puis c'est pour des humains comme toi qu'on fait ça. Puis pour vrai, c'était une discussion hyper intéressante. Puis merci beaucoup, Yvan. Là, j'ai comme le goût d'aller explorer ces longues distances-là, de la façon que tu en parles, de la façon que tu approches le sport. Là. Si vous montez quelque chose pour le Spine Race, il n'est pas dit que j'aurais pas le goût de traîner mon micro puis ma paire de chou-plaques puis vous suivre. Vendu. On va te mettre dans la bucket gang. Merci infiniment. Merci à toi. Donc, comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je te remercie de toi, Yvan. Puis ça va être trippant de vous suivre, Richard et toi, dans votre cavale. Maintenant qu'on sait que c'est Marlène qui gère vos médias sociaux, on sait que vous, pendant 10 jours, vous allez être concentrés à pédaler puis courir. Puis il y aura quelqu'un pour nous tenir au courant de ce qui se passe. Puis quand vous êtes de passage près de Québec, je serai là. J'échangerai quelques kilomètres avec vous, le temps de voir votre état après, à peu près à mi-chemin rendu là. Ouais. Oui, ça va être un énorme plaisir. J'ai hâte de voir. On risque d'avoir un peu mal partout, là. Fait que, ouais. On trouvera des moyens de rajouter du DNM à votre, à votre cavale. Rendu là, ça va être du CGDNM. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Du cri de débit de niaiserie minute. C'est excellent. Un gros merci, Yvan. Merci à tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. C'est le fun de vous lire à chaque mercredi quand l'épisode sort, de voir vos réactions. C'est le fun de quand vous taguez Pas sorti du bois dans vos sorties de course, que je vois que je vous accompagne avec mon invité. Puis je pense qu'avec ce qu'on vient de jaser, Yvan, on a un épisode qui va quand même faire une bonne heure et demie. Fait que d'après moi, on va pouvoir occuper les gens pour une longue sortie de week-end. Donc, ils se laisseront porter par ta voix et tes histoires. Merci, Yvan. Cool. Merci à toi. Merci tout le monde. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.